Depuis 12 ans, avec des moyens restreints, mais votre soutien indéfectible, l'audience de TVL a littéralement explosé. Avec près d'1 million d'abonnés uniquement sur notre chaîne YouTube principale, notre force de frappe inquiète désormais le pouvoir. Nos analyses sans concession ni caricature dérangent. Lors de la crise sanitaire, nous n'avons eu de cesse de nous élever contre la coercition d'État. Depuis 2022, nous dénonçons cette escalade guerrière d'Emmanuel Macron et ses amis néocons sur le conflit en Ukraine qui pourrait nous conduire jusqu'à un affrontement direct avec la Russie. TVL propose une voie unique, une voie indépendante et sans allégeance. Ce refus des caricatures, des facilités ou des outrances nous place de fait dans la ligne de mire du pouvoir. Ils ont peur de notre montée en puissance. Alors, après les opérations de censure, après les bannissements des plateformes, eh bien, le pouvoir politique a maintenant décidé de fermer nos comptes bancaires. Mais alors, je peux vous le dire, cette nouvelle opération de déstabilisation politique n'aura pas plus de succès que les précédentes. À TVL, on a le cuir épais. On ne se laissera pas abattre. Nous avons déjà accompli les démarches nécessaires et trouvé une solution. Et dès à présent, vous pouvez refaire un don à TVL de façon sûre et sécurisée. Mais évidemment, ces nuisances ont un coût. Celui du temps qu'elles mobilisent, des efforts qu'elles concentrent, des attentions qu'elles redirigent. Et entre nous, je pense que c'est leur but. Ils veulent nous écarter de notre mission première, celle qui les effraie tant, vous informer librement. Alors, c'est à vous de continuer de soutenir TVL, votre média indépendant qui sait piquer au vif le pouvoir. Aidez-nous et donnez-nous les moyens de poursuivre l'aventure et l'accélérer. Je compte sur vous. Bienvenue à Bistro Liberté, les débats libres et non conformistes. Au sommaire de cet épisode, la France de Macron, un État faible face aux voyous. Et en seconde partie, Macron plus proche de l'Ukraine que de la France. Pour en parler, Éric Morillo a réuni 5 personnalités que vous appréciez particulièrement. Applaudissements pour Radouane Kourak, journaliste et chroniqueur politique. Il vient de publier Léon XIV, un pape pour un monde en crise. Il est chef du service politique du magazine Entrevue. Une ovation à François Bousquet, son 11e livre, Le racisme anti-blanc. L'enquête interdite est notée 4,8 sur 5 par les lecteurs d'Amazon. Il a été journaliste au Figaro Magazine, à Valeurs Actuelles, au Spectacle du Monde. Proche d'Alain de Benoît, il est rédacteur en chef de la revue Éléments. Il dirige la nouvelle librairie. Accueillons Régis Le Sommier. Il est grand reporter, chroniqueur à CNews, Radio Courtoisie, le journal Le Dimanche et ancien directeur adjoint du magazine Paris Match. Il est le fondateur en 2022 du média Omerta. Il a publié cette année Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? Rendons hommage à Florian Philippot, le président des Patriotes. Il est la preuve qu'un énarque peut avoir des convictions. Ce souverainiste sera un précieux soutien pour les gilets jaunes et pour les opposants à la politique sanitaire des années Covid. Il est apprécié à TVL pour la rigueur et la clarté de ses opinions. La parole est à Éric Morillo pour un tour d'actualité. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre accueil, merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Alors je tiens à préciser qu'on a un petit retardataire, mais on va remercier aussi Anne Hidalgo, parce que c'est grâce vraiment au trafic parisien. Voilà, c'est Greg Tabibian qui nous rejoindra donc en cours d'émission dans quelques instants. Et puis je demande aussi à ce qu'on applaudisse le public qui est toujours aussi nombreux. Merci beaucoup d'être là, sans oublier bien sûr celui qui est dans l'ombre et qui va donc faire des dessins, des caricatures de chacun de nous. C'est Ignace, on l'applaudit bien fort. Alors, on va commencer bien sûr par quelques questions d'actualité. Tout d'abord, Florian Philippot, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, je le disais. Bonsoir. Une nouvelle manifestation, samedi ? Oui, ce samedi, donc 14 juin, on sera à 16h. J'invite tout le monde à venir, place Pierre Laroque devant le ministère de la Santé.
pour se mobiliser sur cette loi macroniste euthanasie, il faut l'appeler par son nom. Sachant qu'on voit des dérives dans pas mal de pays. Maintenant, ils veulent liquéfier les morts et les jeter aux égouts. Ça, c'est la dernière lubie. Ah oui, c'est un peu... oui, j'ai vu Ouais, il n'y a ça, vraiment plus aucun respect. C'est comme le soleil vert, quoi. Et on va proposer une loi d'aide à vivre qui nous semble plus positive et créer un peu plus d'espérance dans le pays. En tout cas, je pense qu'il faut se mobiliser parce que le débat reviendra au Parlement en septembre et qu'il faut mettre la pression. C'est un sujet qui vous touche, là, tous autant que vous êtes autour de la table. Est-ce que c'est un sujet qui vous sensibilise, Régis Le Sommier, par exemple ? Ah oui, ce débat sur la fin de vie, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais j'ai des croyances, je suis catholique et évidemment j'ai remarqué d'ailleurs, c'est intéressant que quand je vais à la messe le dimanche, les prêtres sont mobilisés. Les prêtres nous disaient appelez vos députés au moment du premier, au moment où ça passait la première fois à l'Assemblée nationale. Et c'était assez surprenant parce que d'habitude c'est souvent des discours très. Mais là il y a vraiment quelque chose, une véritable inquiétude, comme si on s'attaquait aux bases, quoi. C'est comme si on s'attaquait au fondement de la civilisation. Voilà. Qu'est-ce qu'il en penserait Léon XIV, Radouane Kourak, qui a sorti cet ouvrage, le premier d'ailleurs, hein, je crois que vous êtes le premier à avoir sorti quand même une biographie sur ce nouveau pape. Léon XIV, c'est le pape, il représente l'Église catholique. L'Église catholique est évidemment opposée à l'euthanasie. Mais ce qui est assez frappant, et d'ailleurs Léon XIV le rappelait, dans l'Occident aujourd'hui, on se pose la question de comment faire mourir les gens alors que le déclin démographique est très clair. On a un problème de démographie, et plutôt que de débattre, d'essayer de trouver des solutions pour comment repeupler, comment faire face à ce bouleversement nord-sud, aujourd'hui on accompagne les gens vers la mort plutôt que vers la vie. François ? On n'a pas à légiférer sur un tel sujet. Il faut le laisser à la libre disposition, au libre arbitre de chacun. Donc la loi n'a pas à interférer sur la façon dont on conçoit la fin de vie. On est tous, ma génération en tout cas, confrontés à cette question-là, puisque nos parents sont, pour certains d'entre nous, dans des maisons de retraite, et se posent cette question-là. On est confronté à un phénomène qui est inhabituel dans l'histoire de l'humanité, qui est l'hypervieillissement. On est confronté à un phénomène d'hypervieillissement, donc on ne sait pas comment l'aborder, comment l'appréhender, même au niveau familial. Mais je le redis, c'est au choix de chacun. Le législateur n'a pas du tout à interférer dans la sphère la plus intime qui soit. C'est la vie et la mort. En tout cas, on va suivre évidemment les débats à ce sujet avec une grande attention à TVL. Alors, quelques questions d'actualité, évidemment, une riche actualité. On va commencer évidemment par ce thème. Alors, on a intitulé ça « Forcer une zone de guerre au nom de l'humanitaire. Est-ce encore de la solidarité ou une provocation politique ?» Ça n'aurait échappé à personne. Parti à destination de Gaza, le bateau donc avec à son bord l'eurodéputé Rima Hassan et l'activiste suédoise Greta Thunberg a donc été arraisonné par l'armée israélienne. LFI dénonce une arrestation illégale. Première question, d'après vous, est-ce qu'Israël a violé le droit international, comme certains le disent ? Je précise bien sûr que Greta Thunberg est de retour, elle, en Suède, mais bon, Rima Hassan a choisi, elle, de rester. En tout cas, elle devrait être expulsée dans les heures qui viennent. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, Florian Philippot ? Moi, je distingue sur ce sujet le sujet de fond, qui me semble plus intéressant, et c'est équipé. Est-ce que Israël, si c'est dans les eaux internationales, oui, Israël a violé le droit international. C'est un acte de piraterie, si c'est le cas. C'est pas la première fois, c'est un pays qui le viole depuis très longtemps. Après, sur le fond, moi je suis horrifié par les massacres depuis le début. J'appelle à un cessez-le-feu. Je pense que j'avais prévenu que cette affaire se retournerait contre Israël et son image dans le monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que maintenant on voit des foules considérables. On a vu à Rome 300 000 personnes, ça commence en France. Et aux États-Unis, c'est massif aussi. Et en réalité, et en Israël même, où la contestation en interne contre Netanyahou et des ministres qui sont complètement extrémistes est quand même de plus en plus forte. Et moi, je suis très gaulliste, si vous voulez. Donc moi, je soutiens depuis le départ et depuis longtemps une solution à 2 États. Qui permet, alors c'est peut-être utopique, je crois que c'est la seule solution diplomatique et qu'on doit s'y atteler. Et la France a quand même été très muette sur cette affaire depuis le début, ensuite très changeante, puisqu'on a des positions qui sont quand même, si on regarde sur 2-3 ans, là, on a quand même eu toutes les positions possibles de la gamme, ce qui n'est pas très rassurant sur la solidité de notre diplomatie. Et on devrait continuer à se battre pour cela. Ce qui supposerait un arrêt, un cessez-le-feu, que les Palestiniens s'arrangent pour ne plus mettre le Hamas au pouvoir, mais des gens comme ça a été le cas par le passé. Puisque dans les années 90, il y a eu des avancées vers la paix, mais c'était une autorité palestinienne beaucoup plus raisonnable
que le Hamas. Et qu'une eurodéputée française comme Rima Hassan participe à une flottille Non, mais là, au Gaza. Si vous voulez, à la fois, elle fait de la politique. Bon, la politique, c'est de la com aussi, donc on ne va pas lui reprocher. Mais je crois qu'il y a quand même énormément de communication jusqu'à demander à rester incarcérée maintenant en Israël plutôt que d'être... Greta, elle, a demandé à prendre l'avion. Greta a pris l'avion pour repartir, ce qui est d'ailleurs assez surprenant. Moi, je pensais je croyais que Greta ne faisait que ramer, marcher, pédaler ou faire du voilier, mais non, maintenant Greta prend l'avion. Ça m'a surpris, mais bon. Là, je vais vous dire, moi, je sais qu'il y a la com, vous savez pourquoi? Je suis un connaisseur des manifs. Ils ont organisé une manif place de la République. Vous aviez un podium géant, etc. Je peux vous assurer, pour bien connaître les prestataires, tous les prestataires du métier, que vous n'installez pas un podium géant et une sono, etc. en 3 heures. C'est forcément commandé des jours avant et vous n'avez pas l'autorisation préfectorale, vous devez déclarer la manif au moins 3 jours avant. Donc en réalité, ils avaient prévu le coup. Bon, voilà, donc ça, mais à la limite, bon, ils font leur show, ils font leur spectacle. Il ne faut pas être naïf de ça. Ce qui est navrant, c'est qu'on peut se dire, est-ce qu'ils croient vraiment à la cause des Palestiniens, aux enfants qui sont en train de mourir, qui sont innocents de tout, les enfants sont innocents, ou est-ce qu'ils sont simplement en train de faire leur beurre communautaire et électoral là-dessus? C'est une vraie question qu'on doit se poser, parce qu'ils ont quand même eu certains propos par le passé qui laissent dubitatifs. Mais ça n'empêche que si on enlève cette affaire du voilier et Greta, moi dès Greta est quelque part, je me méfie, parce que ça sent la com à plein nez. Mais pour le reste, oui, je suis horrifié par ce qui se passe. Je pense qu'il faut 2 États, que la France doit retrouver une position gaulliste et que nous devons militer pour la paix. Et les Israéliens doivent faire le travail chez eux et les Palestiniens doivent faire le travail chez eux. Régis Le Sommier. Alors, moi, pour prendre un angle un peu différent de celui de Florian, j'ai beaucoup écrit, notamment dans le JDD, sur le conflit au moment pour commenter l'actualité après le 7 octobre, au moment de la guerre contre le Hezbollah, au moment des frappes contre Tel Aviv, etc., de l'Iran. Il y a eu quand même, on a vécu un épisode absolument considérable qui a chamboulé le Moyen-Orient depuis le 7 octobre. En revanche, je regarde 2 enseignements, enfin un principal, c'est que la volonté qui avait été proclamée par Netanyahou le soir du 7 octobre d'éradiquer le Hamas dès le début, et on le voit avec les Américains quand ils essayent justement de résoudre le problème des Houthis en balançant des tapis de bombes sur le Yémen et voyant que finalement ça marche pas. Ils ont beau s'acharner et dépenser des bombes qui valent extrêmement cher pour essayer de réduire la capacité des Houthis à frapper des missiles balistiques ou à utiliser des drones. En fait, contre les populations, quand on veut éradiquer le problème, il y a toujours cette tentation, et chez Netanyahou et chez Trump, mais elle existait aussi à l'époque de Mossoul, quand il y avait Daesh, on disait on va tuer Daesh, mais on va pas tuer les populations civiles. En réalité, moi j'ai couvert la bataille de Mossoul, à la fin, tous les journalistes ont été expulsés, et puis on a terminé le dernier carré. Il y a eu à peu près 10 000 ou 15 000 morts, on ne sait pas exactement. On nous a dit c'est Daesh et toute leur famille, mais tout le monde a été sous les gravats. Donc si vous voulez, on essaye à chaque fois de dire on va utiliser la force, on va matraquer, on va bombarder, parce que c'est pas possible, il y a le Hamas est dans la population, etc. Là, il y avait la question des otages, qui était extrêmement délicate. C'était encore une situation encore plus délicate, mais on n'arrive pas, en faisant pleuvoir des tapis de bombes sur des populations, c'est pas comme ça qu'on résout le problème. Et c'est éternel. Et à chaque fois, on y revient. Et là, le problème auquel est confronté Netanyahou, c'est cette deuxième vague de conquête, cette fois de Gaza, par l'armée israélienne, parce qu'il a bien compris, c'est pas moi qui le dis, c'est Anthony Blinken au moment de son départ, qui dit le Hamas a reconstitué son potentiel de combattant qu'il avait avant le 7 octobre. Donc ça veut dire qu'en fait, le Hamas, il a un nombre infini de combattants. Et que c'est pas comme ça qu'on va vaincre le Hamas. C'est ça, voilà. Radouane.
il y a une certaine cohérence, c'est Rima Hassan, elle ne veut pas signer le document d'expulsion. Encore une fois, la France insoumise s'oppose donc à l'expulsion des OQTF. Greta Thunberg a pris son avion, elle est rentrée chez elle. Rima Hassan ne veut pas le faire. Mais Israël, en définitive, a perdu la guerre de la communication. Et c'est un peu le chien qui se mord la queue. Parce que le Hamas est une organisation terroriste. C'est très très clair, il faut tuer les terroristes. Mais la réaction disproportionnée israélienne qui dure depuis plusieurs mois, elle ne fait que créer du désastre, de la tristesse chez les populations gazaouis. Et l'argument d'Israël qui est de dire un enfant palestinien, un enfant de Gaza est un futur terroriste, un enfant palestinien grandira avec la haine du juif, la haine de l'israélien, c'est assez probable. Mais encore faudrait-il qu'Israël arrête et cesse ses frappes, car c'est Israël qui alimente cette haine à venir et ce désastre humanitaire. Le Hamas est une organisation terroriste, mais cette guerre et cette réaction doivent prendre fin. François? Ouais, pas grand-chose à ajouter sur le fond, sinon que peut-être c'est comme sur un format comme le dit Redouane, hein, chaque guerre est pire que la précédente. Hein. Donc chaque guerre a plus de morts, plus de bombes que la précédente. Donc on peut imaginer que la prochaine, en effet, sur la rage et le ressentiment palestinien, sera encore plus explosif. Non, mais sur la com, parce qu'il y avait des... Non, mais sur la com, simplement, là on est confronté, Classique. c'est un peu une guerre Là, on les punique. contourne. Là c'est la guerre punique, hein, c'est que c'est Delenda, Carthago ont détruit. Sur la com, non, la com, c'est les deux sont comiques. C'est la grosse Greta, je veux dire, c'est... Je regrette qu'elle ait changé elle avait des belles nattes, hein, de belles nattes de Greta, bonnet de nuit. Elle a renoncé à son bonnet de nuit, je regrette. Hein. Et quant à Rima Hassan, ça nous renseigne sur le capitalisme du CAC 40. Hein, parce que c'est l'ancien référent diversité de L'Oréal. Voilà. Elle est passée le kéfier c'est L'Oréal. Hein. C'est un kéfier Hermès. Hein. Elle est passée du kéfier Hermès à la défense, puis à l'expédition en bateau. Mais enfin bon, ça, comme le disait Florian, c'est de la com, hein, c'est du spectacle. Hein. Bon, et puis alors, il y a le petit dernier qui est arrivé. Il n'est pas arrivé par la mer, mais ça y est, il est avec nous. C'est Greg Tabibian, on peut applaudir. Enfin, plutôt... oui. C'était plus rapide d'arriver en flottille, hein, je peux te dire. Alors, qu'est-ce que tu penses, Greg, de cet épisode? Déjà, elle a le courage de ses convictions. L'utilité concrète de l'aide humanitaire qu'elle va apporter, bon, on laissera ça à l'appréciation de chacun, mais alors il faut savoir ce qu'on lui reproche. On lui dit elle fait rien d'autre que des tweets et des prises de position sur Facebook, mais quand elle y va, alors là, c'est un cirque, c'est une mascarade. Je pense que la médiatisation on est toujours face à un faux dilemme. Il y a des gens qui disent elle médiatise ça uniquement pour faire de la pub. Oui, mais c'est aussi une façon de protéger un petit peu le truc. Plus il y a d'exposition, plus elle est protégée. Donc, elle l'a fait. Israël, là où on en est, veut la dégager avec... Alors, des sources que j'ai, un texte qu'on a tous, où elle ne mettrait plus les pieds en Israël en Palestine pendant 100 ans, c'est ça, un truc que j'ai lu. Bon, je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie de signer ça. Je peux aussi comprendre que quelqu'un comme Greta Thunberg n'ait pas envie de passer du temps dans les geôles israéliennes non plus. Donc ceux qui vont lui dire elle n'a pas le courage. Elle est partie, Greta Thunberg. Donc. Voilà, c'est pour ça. Je peux comprendre aussi qu'elle soit partie. Donc sur ça, non, elle a le courage de ses convictions. Il n'y a rien à dire. Après. Je constate quand même une certaine disproportion dans les exigences de libération de la France insoumise. Voilà, on va dire que c'est pas la même affaire, mais bon, moi je me souviens de Boualem Sansal, ils n'ont pas réagi pareil, quoi. Ils ont même pas du tout réagi pareil, donc voilà. Ils ont même voté contre sa libération. Ils ont bien sûr voté contre sa libération avec des prétextes tous plus amusants les uns que les autres, notamment Rima Hassan qui avait invoqué le fait qu'il n'était pas français depuis très longtemps. Sort de ce corps, Jean-Marie. C'est un Français de papier. Le vrai racisme de la gauche, finalement. Et on l'avait déjà vu à de multiples occasions, notamment sur une autre affaire dans la bouche de Manon Aubry. Quand on devait expulser un OQTF algérien qui avait égorgé quelqu'un, qui avait dit « Imaginez dans quel état aujourd'hui doivent se sentir les Algériens. » Ah bon? C'est une entité monocellulaire, ils ont tous le même truc, d'accord. Donc, elle a eu le courage de ses convictions, elle l'a fait. Je comprends ceux qui n'ont pas voulu rester dans les geôles israéliennes. Voilà. Mais bon, qu'il arrive, il y a un perdant médiatique, c'est Israël, mais il y a aussi... plus les histoires s'enchaînent, plus on voit un parti pris, un deux poids, deux mesures de la France insoumise qui est quand même très problématique et qui fait penser à Boualem Sansal et à d'autres personnes qui bénéficieront pas de leur clémence et de leur appel à la manifestation.
L'autre actualité, bien sûr, c'est outre-Atlantique, hein, parce que alors là, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Hein, c'est aux États-Unis, bien sûr. Alors tout d'abord, il y a cette joute là via tweet interposé, incroyable. Hein, donc Trump et Musk, l'histoire d'amour est finie. Alors c'est quoi? C'est un coup de com', une guerre froide de milliardaires. Comment vous interprétez ça, Florent Philippot? Vous y attendiez d'ailleurs? Ça n'aura pas duré, l'histoire d'amour aura duré 6 mois. Oui, bon, c'est déjà un peu arrangé, là. Alors, on parle, Musk a supprimé ses tweets méchants sur Trump. Ce sont deux personnalités qui ont des grosses personnalités. On n'est pas forcément hyper étonné si à un moment, ça peut partir très haut dans les tours, voire clasher. Je vais vous dire, finalement... C'est vrai qu'il y en a d'autres, entre numéro 2 et numéro 1, qui se sont un peu accrochés, par exemple. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais salut Édouard Philippe. La question, c'est que ce soit... parce que j'ai vu que la presse allemande disait ça peut être un coup monté, etc. J'en sais rien. Que ce soit ça ou pas, je veux dire, l'intérêt, c'est que le Parti démocrate américain ne voulait pas entendre parler de l'affaire Epstein, qui était un complot avant, et que c'est maintenant le Parti démocrate, suite au premier tweet de Musk, que finalement il a retiré, contre Trump, qui réclame la liste Epstein. Donc, je veux dire, et les médias, y compris les médias français, j'ai vu, on peut superposer les articles. BFM disait il y a 2 ans, tout ça est un complot trumpiste, etc. BFM maintenant dit qu'est-ce que c'est que cette sordide affaire dans laquelle Trump serait mouillé, bon, évidemment. Et donc, il s'y intéresse. Tant mieux, je veux dire, rien que là-dessus, on est gagnant. Après, plus fondamentalement, je pense qu'il y aura des opérations de l'État profond contre Trump. Je pense que ce qu'on voit actuellement en Californie, c'est, avec beaucoup de financement On va en parler juste après de Los Angeles. On en parlera. Je pense qu'il y aura naturellement, face à une politique assez révolutionnaire de Trump, de Musk, de Kennedy Jr., sur plein de sujets, il y aura forcément des mauvais coups d'un État profond qui n'a pas disparu, qui est toujours là et qui va essayer de créer des bisbilles, de diviser, de financer des émeutes, des déstabilisations. C'est assez classique, les Américains savent le faire. Et ça, il ne faut pas s'effrayer là-dessus, c'est assez prévisible, ça va arriver, et c'est en train d'arriver. Jusqu'où peuvent aller les deux hommes? Alors, il y en a un qui connaît bien les États-Unis, puisque c'est vous, Régis Le Sommier, qui avez été longtemps correspondant là-bas. D'ailleurs, je crois que vous consacrez la une d'Omerta aussi à Trump et Poutine. Vous aussi, ça vous a surpris ou pas plus que ça? Non, moi, ce que j'ai constaté, j'ai fait le constat hier. On va parler de Los Angeles juste après. C'est qu'en fait, c'est une guerre ou une montée dans les tours, on va dire un combat qui a eu lieu uniquement sur X, en fait. Uniquement par tweet. C'est-à-dire qu'il y a eu des tweets qui se sont répandus. Oui, de façon très violente. Mais comme le permet aussi le réseau social, la réconciliation est en train de se produire sur Twitter. C'est-à-dire qu'on a vu hier, j'étais très surpris, je regarde une annonce de Donald Trump et je vois qu'Elon Musk l'a retweeté. Simplement. Là, Elon Musk a retweeté un tweet de J.D. Vance qui fait l'éloge de la façon dont Donald Trump conduit les choses, de son leadership à Los Angeles. Donc en fait, il ne fait pas directement l'éloge de Donald Trump, mais il le fait via J.D. Vance. Et on sait qu'il a dit à un moment, au pic de l'embrouille, on va dire, il a dit qu'il souhaitait que J.D. Vance prenne la place de Donald Trump. Donc c'est quand même allé très loin, mais il y a une réconciliation par petites touches comme ça. Trump, pour le moment, n'a pas fait de commentaires, parce que c'est un peu le parrain qui attend qu'on vienne devant lui. Dans les faits, vraiment, c'est le président de la République ou c'est le président d'X? Non mais regardez comment Musk a perdu en une journée 34 milliards. Alors il reste l'homme le plus riche du monde, mais quand même c'est significatif. L'action Tesla a baissé de 14%. C'est pas rien quand même. Donc, quand on sait d'autant que Elon Musk n'est plus dans le gouvernement aujourd'hui, il ne s'occupe plus de Dodge. Il est revenu à ses activités, à son business. Bon. Là, il a compris qu'il était peut-être allé un petit peu trop loin. Et ça a quand même permis d'apprendre des choses. C'est-à-dire, d'abord, sur le comportement des deux hommes aux égos surdimensionnés, ils avaient un peu la même façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'ils déroutent leurs adversaires, mais aussi leurs alliés. Musk dans le business, Trump en politique. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'ils agissent un peu de la même façon. C'est-à-dire un peu dans leur coin, un peu spontanément. Et parfois, l'autre n'est pas au courant. Et là, il y a eu une sorte de clash parce que Trump voulait voter la loi budgétaire et Musk, pour lui, c'était une hérésie. Enfin, il est très, très susceptible sur les questions budgétaires. Trump l'est moins. On a vu leurs différences. En revanche, sur la question de l'immigration et justement du traitement des clandestins et de la politique de Trump, là, il adhère. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis 2 petits drapeaux américains. Sous-entendu, je suis patriote, je suis d'accord,
sur le tweet de Vance et le tweet de Trump. Voilà. Donc, je pense que la bromance, comme on l'appelle, va repartir, peut-être pas aussi, de façon aussi, on va dire, ça va pas être Trump avec le fils de Musk en train de se promener, il y aura pas des scènes familiales comme ça, mais en revanche, voilà, il va y avoir une sorte de paix des braves, voilà. François Bousquet. Oui, un mot sur Trump et Musk. Musk, on l'a dit, c'est le Werner von Braun, le plus grand ingénieur spatial depuis 50 ans, 60 ans. Mais on ne peut pas réunir 2 lions dans la même pièce. Moi, je pense que ça va repartir en sucette. Je veux dire, un lion et un agneau, ça... Vous pensez que Mais ça leur permet de rester au centre, Ouais, c'est leur but. ils restent au centre de tout, de l'actualité. du buzz, de l'actualité, de la décision. Mais ça peut pas, c'est l'homme le plus riche contre l'homme le plus puissant. Et on est vraiment à la limite, à la croisée. On ne sait pas, demain, dans le roman de SF, dans le cyberpunk, il y a des technostructures entrepreneuriales qui sont plus fortes que les États. Musk est à la croisée des chemins. Il s'en fout de perdre 30 milliards. C'est pas la première fois. Il a envoyé chier Wall Street à plusieurs reprises, avec des chutes de ses actions vertigineuses. Y compris quand il a racheté X. C'est pas grave. Quand il rachète X, c'est 50 milliards, je crois 54. C'est pas grave pour lui. Il perd 10 milliards un jour, c'est pas grave. Il a Neuralink, il a SpaceX. Il inonde l'hyperespace, l'hyperatmosphère de satellites. Donc le type est tellement phénoménal, il est ingérable, il est aligné idéologiquement, mais évidemment que ça va faire des frictions. On a 2 égos sur stratosphériques. Est-ce qu'il est si aligné que ça idéologiquement? Parce que mariage, il était peut-être un peu aussi contre nature au départ, je sais pas. Au départ, c'est un démocrate. C'est intéressant parce que il est aligné idéologiquement, on va dire, avec Trump sur la question des libertés fondamentales. Et le fait que l'atmosphère dont nous tous respectivement souffrons, c'est-à-dire cette privation de liberté qui existe à certains moments, qui est une tentation aujourd'hui de l'Union européenne, par exemple, Musk est arrivé avec ses visions. Mais au départ, Musk est un démocrate. C'est un démocrate que les démocrates ont laissé tomber, finalement. Et Trump s'en est emparé intelligemment en disant il va apporter un élément de modernité incroyable. On parle justement du côté, le nouveau Werner von Braun, je ne sais pas, mais en tout cas, l'homme qui projette d'envoyer l'homme sur Mars. Excusez-moi, messieurs, sur le wokisme, il y a quand même un alignement idéologique qui est antérieur au rachat de X. Mais ça suffit pas d'être harmonisé là-dessus. Le problème de Trump, je pense que le problème de Trump, c'est qu'il arrive au pouvoir, il peut pas compter sur une certaine forme de bourgeoisie qui aurait pu être avec lui, qui est la bourgeoisie américaine, des acteurs, des chanteurs, des comédiens d'Hollywood, etc., qui ne sont pas derrière lui. Donc il lui en faut une de substitution. Il s'est peut-être dit on va s'orienter vers les gros QI de la Silicon Valley, la grosse tech et tout ça. Mais c'est pas vraiment des mondes qui sont compatibles. Je sais plus quel mec assez lourd, là j'ai plus le nom en tête, justement de la Silicon Valley, avait dit je préfère faire venir des Indiens que des rednecks. Parce qu'il veut des mecs à 140 de QI. Il veut pas des types à coupe-mulet qui tirent sur des tornades. Donc est-ce qu'on peut être le président des deux en même temps? L'alliance, elle tombe pas simplement sous le sens parce qu'on n'aime pas les woke et ça suffit pas, en fait. C'est tout le dilemme du populisme et des élites. On fait le peuple sans les élites et les élites sans le peuple. Lui, il a la conjonction des deux. Il essaye, mais c'est dur à tenir. Mais il essaie de créer une bourgeoisie substitution, ce qu'avait un peu fait Mitterrand à l'époque, en créant la bourgeoisie culturelle, parce qu'il n'avait pas la bourgeoisie tradie. Mais néanmoins, quand même, il arrivait préparé au pouvoir, il a l'Heritage Foundation derrière lui, il a plein de structures et de think tanks derrière lui, plein d'intellectuels. Il peut s'appuyer sur les universitaires, sur des CSP+. Oui. Donc c'est assez solide, il n'y a pas que la base redneck. Mais qui ne sont pas des bourgeoisies d'image. Ouais. Alors que Trump, c'est une bourgeoisie d'image. C'est le seul truc qui peut te remplacer, George Clooney, machin, les trucs et les machins. Donc, et les patrons de la Silicon Valley. Les patrons de la Silicon Valley, c'est une bourgeoisie d'image qui fait rêver. En parlant de George Clooney, justement, il est sur tous les fronts, Trump, parce que alors l'autre... fait marquant de ces derniers jours, c'est évidemment ce qui se passe à Los Angeles, qui est en feu. Est-ce que Trump reprend la main sur une Amérique à la dérive? Voilà la question. Il a déployé 2000 soldats sans l'accord du gouverneur de Californie. Est-ce que c'est un passage en force autoritaire ou un acte nécessaire pour restaurer l'ordre, Florent Philippot? Je pense que d'abord ça correspond à ses promesses de campagne, il n'y a pas de surprise. Il y a un État démocrate de Californie qui est à la dérive. Clairement, Gavin Newsom est un type qui a... le gouverneur de Californie. Il a même créé des prisons LGBTQ+. On est vraiment dans des trucs maintenant complètement délirants. Enfin, on va au bout de la logique woke et de tout ce qui est complètement anti-trumpiste, en fait. Avec des refuges pour migrants qui ne peuvent pas être expulsés. Il n'y a plus aucun ordre, en fait. Donc, il fait ce qu'il a promis de faire. Ça crée des frictions. Et je crois qu'en face, il y a, j'en parlais tout à l'heure, mais je pense, Gavin, si vous prenez la carrière de Newsom, là, le gouverneur démocrate,
il a été financé toute sa vie par les institutions Soros, vraiment des gros financements. Et d'ailleurs, Soros vient d'annoncer, c'est dans le Wall Street Journal, hein, c'est pas un truc marginal, ça vient d'être sorti. Soros, enfin tout ce qui est de l'organisation Soros, vient d'annoncer un plan de financement massif pour faire basculer des États du rouge au bleu, c'est-à-dire du républicain à démocrate, en commençant par le Texas. Et donc, ils vont essayer de faire ça partout. Donc, c'est ce que j'appelais tout à l'heure des opérations de subversion. On est là, je pense, concernant la Californie, dans une opération Soros, où on crée des émeutes, on finance des émeutes, on arme, on équipe, et on met beaucoup d'argent pour que ça crée... Une insurrection contrôlée, quoi. Une insurrection contrôlée. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est dans quelque chose qui ressemble à ce qu'on appellerait une révolution orange à l'étranger, qui est toujours la même chose. Vous prenez Euromaïdan, vous prenez la Géorgie, c'est toujours la même chose. Alors là, on est face à l'État américain, qui est quand même... Je ne pense pas qu'il y aura une guerre civile aux États-Unis ou que l'État fédéral va tomber. Je ne crois pas du tout à cela. Mais on voit quand même que c'est le chaos à Los Angeles. Là, et c'est le chaos à Los Angeles. C'est pas totalement la première fois non plus, mais je crois qu'on est dans une sorte de révolution orange que Trump doit mater, et il le fera en mettant tous les moyens possibles, y compris maintenant, il a envoyé 700 marines. Voilà, donc écoutez, je pense qu'il gagnera à la fin. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit peu oublié, mais après l'affaire George Floyd la dernière fois, il y avait eu une contamination, Black Lives Matter qui s'était soulevé un petit peu partout. Il y avait eu des centres-villes, notamment en Californie. Très financé aussi, Black Lives Matter. Bien sûr. Et toutes les grandes boîtes, tout était derrière, hein, Fondation Ford, tout. À l'époque, c'était la dernière année du gouvernement Trump a été absolument calamiteuse. Il y a eu des centres-villes qui étaient hors contrôle, la ville d'Oakland, par exemple, il y avait des zones comme ça qui étaient tenues par les anarchistes et les antifas, etc. Enfin, il y avait tout un tas de mouvements qui se sont soulevés un petit peu partout. On dit spontanément, mais en réalité, effectivement, tout ça a été piloté. Et là, je pense que Trump a ça en mémoire parce qu'il a raison d'agir parce que en gros, est-ce qu'un président peut encore attendre avant de faire respecter la loi? Dans les faits, normalement. Et surtout, le problème, c'est le point de dérive qui atteint par la Californie. C'est que la Californie est aujourd'hui un État qui s'interroge régulièrement pour savoir s'il ne va pas faire sécession, vu son économie, parce qu'il a une économie quand même assez très très solide, qui représente peut-être la 5e ou la 6e économie du monde. Et donc, en plus, idéologiquement, ils ne sont pas à contre-temps par rapport à Trump, et notamment par rapport à d'autres États comme la Floride, qui est aussi l'inverse de la Californie. C'est quand même intéressant que de part et d'autre des États-Unis, on ait des États qui prennent des trajectoires idéologiques complètement différentes. Et là, en effet, si Trump veut marquer le coup, c'est à Los Angeles qu'il peut le faire. C'est là qu'il peut marquer les points, notamment. Alors, ce qui est très intéressant, les regards c'est sont braqués sur cette ville, ça. Oui, bien sûr. Non, mais surtout dans la dérive wokiste, extrême gauche, etc. Gavin Newsom. Enfin, tout le monde sait très bien que c'est l'État bleu plus, quoi. Bleu étant les démocrates. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on voit dans les sondages aujourd'hui que Trump, qui avait baissé à cause justement de l'application assez forte des pratiques tarifaires, des droits de douane, etc., qui avait foutu un peu la zizanie sur les places financières, dans l'économie, il y avait des risques de récession, etc. Donc Trump avait baissé au niveau de sa cote de popularité, et là, sur le traitement migratoire, il est en train de remonter, parce que les Américains attendent, justement, ça fait partie de ses promesses de campagne, et il entend bien les tenir, donc là, il a tout intérêt, justement, à tenir. Il a envoyé les Marines, certains disent c'est pas légal, c'est légal. Moi j'ai couvert l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, les Marines avaient été déployés. Donc voilà, donc dès qu'il y a une situation chaotique comme ça, voilà, il met tous les moyens possibles pour... et puis, situation chaotique qui est quand même, quand on le voit, c'est un certain nombre de véhicules qui ont été détruits, il y a quand même des choses, il y a quand même beaucoup de manipulations. Alors je ne sais pas si c'est M. Soros qui est derrière tout ça, mais en tout cas, voilà, il y a un plan derrière, voilà. Ardouane ? Je suis toujours assez mal à l'aise avec le fait de faire intervenir l'armée contre son propre peuple. Même direz-vous, les États-Unis, ce n'est pas la France, c'était dans les engagements de Donald Trump. Et encore une fois, c'est le débat, la frontière entre la morale et le légal. Je me fiche du légal. Si la morale veut que les militaires, que les marines rétablissent l'ordre. Il y a un bordel sans nom en Californie, ce n'est pas la première fois. Donald Trump s'était engagé, il a pris des engagements, il tient ses engagements. Et il devra rendre des comptes aux Américains. Greg ? Oui, ben non, mais c'est vrai que
Ça fait plusieurs fois que j'entends s'y était engagé. C'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude de voir un mec élu qui applique les trucs qui étaient dans son programme. C'est ça que À chaque fois, on est étonné, en bien ou en mal, hein, mais c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup de dire ah mais vous avez vu ce qu'il a fait. Bah oui, il l'avait dit avant. Oui, mais d'habitude ils le font pas. Et c'est vrai que ça nous surprend un petit peu. D'ailleurs, François Hollande avait dit « J'ai peur de Donald Trump car c'est un mec qui tient ses engagements ». Oui, elle était géniale celle-là aussi. François ? Ouais, peut-être une petite réserve sur, des fondations, Soros, tout ça. Mais enfin, il y a quand même le problème migratoire qui se rajoute à la question du wokisme, c'est lié. à la question de l'intersectionnalité. La Californie est un chef-d'œuvre à cet égard, comme Paris Centre d'ailleurs. Mais il y a cette maudite question migratoire qui est un abcès aux États-Unis, en France, en Belgique, en Angleterre, hein, qui est un abcès et qui pose des problèmes à un moment ou à un autre de pré-guerre civile ou d'avant-guerre civile. Hein. Même si on est très loin de l'implosion des États-Unis. On en est loin d'après vous ? On a fait un dossier à éléments sur justement ce sujet-là, en faisant appel à des spécialistes. Je pense qu'on en est loin. On parle depuis des années de volonté sécessionniste, de deux côtés, hein, chez les Républicains et chez les démocrates. Hein. Oui. Il y en a partout. Mais pour l'heure, les États-Unis tiennent, c'est un bloc constitutionnel, hein, donc on n'en est pas encore là. Quoi. Ce qui est intéressant, mais de fait, ce ne sont pas les premières émeutes. Hein, mais jusqu'à présent, c'était quand même plutôt des émeutes d'Afro-Américains. Et après, avec BLM d'Antifa, là, c'est des latinos, c'est des phénomènes assez nouveaux, assez récents, avec des scènes qu'on n'avait plus vues depuis quand même un petit bail aux États-Unis. Allez, très vite. Rajouter une petite chose, c'est que les démocrates, effectivement, comptent sur l'immigration pour, justement, faire basculer les États du rouge au bleu. Par exemple, c'est pas un hasard si le Texas, en effet, où il y a un fort phénomène migratoire, il y a une véritable dispute entre démocrates et républicains sur les nouvelles communautés, parce que toutes les communautés ne réagissent pas de la même façon. Il y en a qui ont été tentés de voter Trump la dernière fois. Et les démocrates essayent de mettre le paquet en ayant un maximum d'immigrés qui viennent, parce que en disant ceux-là voteront pour nous, ou en tout cas ça va en gros diluer la majorité conservatrice. Mais c'est aussi un enjeu autour de ça. Dernier point, comme aux États-Unis, comme en France, il y a une extraordinaire polarisation des deux blocs. Hein. Les démocrates contre les républicains, la droite contre la gauche, le RN contre le système. Hein. Et il y a pas d'espace. Il y a peu d'espace. Il y a peu d'espace politique, malheureusement, entre... Dubitatif, Florian. Non, la ERN contre le système, j'y crois de moins en moins. Dans les représentations, Florian. Un truc qui est capable de nous mettre Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, je ne suis pas certain qu'on doive encore l'appeler anti-système. Mais c'est comme ça qu'il est perçu. Un truc qui refuse de voter la destitution de Macron, qui refuse de voter la motion de censure. Non, mais les perceptions, je pense que c'est en train de... Néanmoins, c'est les perceptions. Et il reste un cordon sanitaire quand même assez fort, et en tout cas un cordon judiciaire. Le cordon judiciaire avec Marine débranchée, c'est un cordon... Oui, enfin ça, oui, mais pour mettre Bardella qui est encore plus soumis, ils ont une carte en main. Là où on voit qu'il n'y a plus vraiment de cordon, c'est l'accueil médiatique extraordinaire. J'ai vécu le RN mal accueilli dans les médias. Maintenant, c'est tapis rouge. Et ça, c'est le signe. Ils sont très, très, très bien accueillis. Vous n'aviez pas le même accueil que Bardella. Rien à voir. Enfin, non, mais je veux dire, il faut reprendre simplement les émissions d'il y a Florian, vous avez un accueil que Jean-Marie. C'est là qu'on voit la différence entre anti-système et rallié au système. On le voit dans les votes, on le voit dans les postures et on le voit dans l'accueil médiatique qui est devenu incroyable. Je peux vous assurer que Trump est beaucoup plus diabolisé par les médias, y compris français, que le RN. Je vous le concède. Simplement, il y a les perceptions. C'est en train de bouger. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Trump et moi, je faisais une petite ironie en disant que vous aviez été numéro 2 et que parfois numéro 2 et numéro 1, ça se frite. Il y a eu un début quand même, là, on a eu l'impression quand même qu'entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, il y a eu une petite friction, non? Sur laquelle les Denis. Ça fait plus d'1 an que ça va plus du tout, en fait. Ah oui? Moi, je le sais. Des infos? Ben oui, j'ai des infos. Je connais beaucoup de monde là-bas, mais je l'ai déjà dit publiquement. Je sais, non mais... J'avais déjà dit, à l'époque, je voyais des journalistes, ils me disaient « mais je sais pas, ils donnent l'impression de bien s'entendre ». Bah oui, votre boulot, c'est de creuser derrière le théâtre de la communication. Ça va plus du tout depuis au moins l'été dernier. Mais la réalité, c'est que là, ça se voit maintenant. Donc ça se tacle dans tous les sens. Mais ça va plus parce que vous n'avez aucune organisation qui est gérée par deux têtes à égalité en même temps. C'est tout, c'est anthropologique, ça n'existe pas. C'est comme ça ne peut pas exister. Ça n'a jamais existé nulle part et ça ne peut pas exister. Et parce que, il y a des entourages qui poussent l'un, qui poussent l'une, et des entourages qui savent que si c'est lui qui prend le pouvoir, alors eux, tous les proches de Marine Le Pen seront complètement démonétisés. Donc, ils doivent absolument lutter contre sa prise de fonction et sa candidature à la présidentielle. C'est beaucoup ça. Vous avez aujourd'hui, imaginez demain, si c'est Bardella le candidat, vous avez immédiatement Chenu, Tanguy, etc., qui s'effondrent.
parce qu'ils ne s'entendent pas du tout avec Bardella, et parce qu'ils sont uniquement protégés par Marine Le Pen. Il faut être très concret, c'est très pragmatique. Hein. Oui, mais lui, il n'a pas de cadre pour les remplacer. Donc il est obligé. Ben, il considérera qu'il en a. Je veux dire, puis remplacer... ils sont irremplaçables. Hein, enfin, je ne veux pas être méchant, mais enfin bon, ça se remplace aisément. Non, mais voilà, donc ça se voit, mais au bout d'un moment, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'on ne devrait pas, vu la situation de la France, avoir un vrai débat de fond ? Exactement. Que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, de toute façon, ils veulent rester dans l'Union européenne. Ils veulent rester dans l'OTAN. Ils soutiennent les 50 milliards pour l'Ukraine. Dans les sondages, ils ne veulent pas voter les motions de censure. Ils veulent plus de dissolution. Ils ne veulent pas destituer Macron. Je veux dire, ils sont toujours en tête dans les instituts de sondage. Ça serait compliqué vu la promotion médiatique qu'il leur est fait. Enfin, il faut vraiment être nul aujourd'hui. Ils passent, je sais pas, ils ont un temps de parole disproportionné, quantitativement et qualitativement. Ils sont extrêmement valorisés, mis en avant. Le système dit en fait aux Français, si vous êtes en désaccord avec Macron, c'est là qu'il faut voter. Si vous faites un mauvais score malgré tout cela, c'est que vous êtes sacrément nul. Eh bien justement, et on va parler des sujets justement qui font peut-être que le RN est si haut. Justement, c'est notamment la lutte contre cet ensauvagement de la France, effondrement sécuritaire par l'interrogation. C'est le sujet de ce premier débat. La France de Macron, un État faible face aux voyous ? L'État est-il devenu complice de l'effondrement sécuritaire ? Voilà, donc c'est le sujet de ce premier débat qui promet d'être, je pense, animé. Donc avant cela, j'aimerais qu'on revienne à cette terrible information. Donc c'était hier, donc la surveillante d'un collège de Haute-Marne a été poignardée à mort par un collégien de 14 ans. C'était lors d'un contrôle de sac effectué par la gendarmerie. Jusqu'où ira l'ensauvagement de la jeunesse ? Je vous pose à vous la question en premier, Florian Philippot. Moi, ce qui m'a frappé, d'abord, c'est extrêmement... cette jeune femme avait 31 ans, je crois un petit garçon. De 4 ans. De 4 ans, donc c'est une horreur épouvantable, absolue. Tué par un collégien de 14 ans, poignardé. Ce qui m'a frappé, et ce qui me frappe toujours dans ces histoires, c'est que la France a supprimé ses frontières. Et que là, c'était un contrôle de sécurité dans un collège. Moi, quand j'étais au collège, il n'y avait pas de contrôle de sécurité pour vérifier que vous n'aviez pas un couteau dans votre sac. Hein. Ça n'existait pas. Maintenant, vous baladez pour un marché de Noël, il y a des gros blocs de béton partout. Vous allez à n'importe quel événement, regardez comment c'est passé, on en parlera tout à l'heure, mais la célébration de la victoire du PSG officielle avec le bus, comparé aux images de 98, tout le monde pouvait aller librement autour du bus sur les Champs-Élysées. Là, il y avait 100 000 personnes maximum avec des barrières partout. Là, on met des portiques maintenant, et on va mettre des portiques à l'entrée des collèges, des lycées. Marine Le Pen a dénoncé la banalisation de l'ultraviolence encouragée par l'apathie des pouvoirs publics. Vous êtes d'accord avec elle ? Oui, ça, tout le monde sera d'accord avec ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière ? Donc, si vous voulez, on a supprimé les frontières de la France et on rétablit plein de petites frontières à l'intérieur. Et c'est ça quand même le grand paradoxe. Et on se refuse absolument, par idéologie européiste, à redonner des frontières à la France. Et c'est quand même flagrant, extraordinaire, bouleversant, catastrophique. Et on est face à un problème sociétal majeur ou pas, d'après vous ? On est face à un problème de la violence des mineurs. Qui n'est pas du brainwashing de faits divers, comme dirait Macron, qui a eu cette... il est encore mal tombé, lui. Hein. La veille d'un drame pareil, il nous sort les gens brainwash sur des faits divers. Non, il y a un problème structurel. Problème structurel qu'il va falloir résoudre. D'abord, comment voulez-vous résoudre le problème quand vous avez, on l'a encore vu après les émeutes du PSG, une justice qui, quand des gens sont arrêtés, on tire au mortier parfois sur la même, police, 500 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis. Ils pillent, ils agressent, voire ils tirent au mortier sur la police. Parfois, ils sont en récidive lourde, 10 fois, 15 fois, et ils ressortent du bureau du juge avec 4 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire rien. Quand vous avez de la prison avec sursis, ça veut dire que vous n'avez rien. Il faut quand même remettre les choses... le mot prison est là pour faire joli. Il n'y a rien. 500 € d'amende, ils ne sont pas solvables, donc ça ne sert à rien. Et un stage de citoyenneté, j'aimerais bien voir la tête du stage de citoyenneté, si vous voulez. C'est les colons de vacances. Qui, à mon avis, n'existe pas, d'ailleurs, si on creuse, la plupart du temps. Donc, en fait, ils n'ont rien. Donc, comment voulez-vous... Là, je ne connais pas l'histoire de ce gamin de 14 ans qui a poignardé et tué cette malheureuse surveillante, donc je ne vais pas rentrer dans ce cas. On la connaîtra, je pense, parce que là, on a le prénom. Là. Comment il s'appelle ? Quentin. Bon, il s'appelle Quentin. C'est pour ça qu'on a le prénom. Oui, d'accord, cette fois, on a le prénom, effectivement. Oui, cette fois, on aura le prénom. On saura tout cette fois. Tout. Donc, soit pour ce cas-là ou d'autres, la justice
qui n'applique pas de peine, y compris à la première dégradation, à la première agression, au premier mot de travers, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des agressions verbales, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Quand vous ajoutez à cela une société qui a déresponsabilisé largement les parents, je ne sais pas, il y a un système qui s'appelle les allocations familiales, qui est un droit, mais c'est aussi un devoir. C'est un devoir de bien élever votre gosse. Et si vous le faites mal, vous n'avez plus le droit aux allocations familiales, au moins un temps. Et je trouve que ce n'est pas extraordinaire, choquant, révolutionnaire de dire cela. Je trouve que c'est normal, c'est la vie en société. Voilà. Et troisièmement, il y a un phénomène, on s'américanise. C'est-à-dire que ce qui nous paraissait ultra violent aux États-Unis il y a 20 ans ou 30 ans, et on se disait on n'a pas ça en France, c'est en train de venir. Alors ça, c'est un phénomène de société qui est super compliqué à... c'est passé à Nogent, une ville qui compte 4000 habitants, je crois. Oui, non, mais ça, c'est un phénomène qui est très difficile à appréhender, qui est lié à ce que voient les gamins, à ce qu'ils font, et qui est quand même lié à la fin à la responsabilité des parents. L'insécurité, en tout cas. Qui est lié à la responsabilité des parents. Et ce sont des parents souvent démissionnaires qui enfantent ce genre de petits monstres, voire de pire. Est-ce que l'insécurité est aujourd'hui partout ? Oui, je crois. Oui, elle est aujourd'hui partout. Je pense que les gens ont à peu près peur potentiellement de sortir ou de laisser sortir leurs gamins partout. Que les enfances qu'on a connues dans les années 80, où on pouvait jouer dehors toute la journée sans que nos parents sachent où on était parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, etc., je pense que c'est à peu près terminé. À peu près partout. Ruralité, zone semi-urbaine, grande ville, banlieue, c'est à peu près fini partout. Et c'est extrêmement triste et catastrophique. Donc on doit agir sur les parents, responsabiliser les parents, on doit agir sur la justice. Un juge serait par définition irresponsable, je trouve ça fou. Les juges sont comme les autres citoyens. Quand ils font une faute qui se traduit par une mort, ils doivent être jugés eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Un juge n'a pas de principe d'irresponsabilité. Et la question migratoire, qui ne sera manifestement pas invoquée dans le cas de Quentin, parce qu'elle n'est pas là tout le temps, toutes les violences n'ont évidemment pas dû... Qu'est-ce que tu voulais dire, Greg, tout à l'heure, quand tu disais Quentin Il voulait dire qu'on parle, on donne le nom quand c'est une personne qui n'est pas issue de l'immigration et on cache le nom quand elle est issue de l'immigration. C'est comme BFM qui a couvert le procès des premiers émeutiers du PSG et qui a dit Aurélien a été jugé cet après-midi. Puis quand on a eu la liste de tous les noms, Aurélien était suivi de 15 autres prénoms qui étaient pas Aurélien, voilà, qui était moins sur le calendrier. Donc voilà, c'est tout. C'est une espèce de politiquement correct, un peu. Et d'ailleurs irrespectueux. Effectivement, ça se double d'une complaisance médiatique. Oui, c'est une complaisance médiatique. Si vous avez vu Mais ça veut pas dire que l'immigration n'est pas derrière toute l'insécurité. Mais il y a aussi la question migratoire, dont on parlera, j'imagine, concernant le PSG. Ça en permet de faire une transition, parce que justement, on a à vos côtés François Bosquet qui a sorti ce dernier ouvrage sur le racisme anti-blanc. Ouais. Donc je suppose que ce type de... Oui, alors il y a le couteau, de réflexion, ça vous fait réagir ? Alors le couteau, on le sortait, mais pas dans les hypercentres, ni contre Elias en début d'année, mais le couteau, on le sort depuis 30 ans dans les cités perdues. On considère qu'à peu près il y a 1500 quartiers qui sont perdus, c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien préfet. Mais quand vous allez au Tarteret, la police ne rentre pas au Tarteret. Moi j'ai rencontré les derniers blancs des Tarterets. Après les types sont devenus skinheads et hooligans, mais c'était fun, parce que au Parc des Princes, on risque pas de prendre un coup de couteau. Il y a 20 à 30 ans, tandis qu'au Tarteret, on en prenait. Donc c'est ce cancer ces métastases de la violence, peu à peu, on finit par vampiriser toute la France. On est confronté à un phénomène de décivilisation. Malheureusement, c'est Macron qui a repris le terme. Il l'a repris à Camus, qu'il avait repris lui-même, à Norbert Elias, qui est un sociologue, grand sociologue, de la façon dont les sociétés se construisent et les situations se construisent. Et là, on est dans un phénomène inverse, d'effondrement. Je rajoute à ce que disait Florian, les parents démissionnaires, oui, c'est indiscutable. C'est ce que montre Maurice Berger, qui est un des rares pédopsychiatres à mettre les pieds dans le plat. Lui, il a des 12, 13, 14 ans. Il dit qu'il n'a jamais vu une telle sauvagerie. Jamais vu. Aucune culpabilité. Ce sont des crimes gratuits, des actes gratuits. Les surréalistes rêvaient d'un acte gratuit dans leur prétention bourgeoise, descendre dans la rue avec un revolver au poing et tirer sur la foule. C'est ce qu'ils font. Aucune culpabilité. Et Berger travaille là-dessus. On ne sait pas comment les traiter. Alors Berger dit qu'il faut que les moins de 13 ans, il y ait des établissements dévolus pour eux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Il rappelle que l'internement mineur, il y a encore beaucoup de place, à la différence des... Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de culpabilité? C'est lié à l'âge? C'est dû, alors lui il dit que c'est dû au modèle familial. Il travaille à Saint-Étienne, 90% des éducateurs sont maghrébins, et 90% ont travaillé avec lui, et 90%, c'est ce qu'il dit, c'est ses chiffres, c'est des maghrébins. Il y a une autre culture, un autre modèle civilisationnel, et on ne veut pas l'aborder, parce qu'on part, nous Français, on est fondamentalement universalistes. Donc tout le monde est censé de nous ressembler, nous on est censé ressembler à tout le monde. Non, il y a eu plein de bouquins intéressants sur le déni des cultures, on refuse d'envisager les cultures. Par exemple, le phénomène de la violence, on sait, ça a été étudié dans les émeutes de 2005, que les Sahéliens et les Subsahariens, c'est-à-dire Maliens, Mauritaniens, Sénégalais, sont 4 fois plus violents que les Français de souche. On les a, les chiffres. Ils sont violents en France. En France. Parce que dans leur pays, ils ne se comportent pas ainsi, car la sanction... Parce que autant le clash de civilisation est très contestable au niveau géopolitique, autant au niveau intérieur, ce clash se joue. D'abord, je finis sur les chiffres que donnait un sociologue il y a 15 ans. Il n'y avait pas de statistiques. Mais on n'en veut pas de statistiques, et donc on fait des recoupements en permanence pour essayer de les faire dégager, pour voir comment on parle leur relais. Ici, on n'occulte pas, on ausculte. On n'ausculte pas, on occulte. On occulte des chiffres en permanence. C'est du blanchiment statistique. Simplement, ce que disait le chercheur, qui s'est fait démolir la gueule, le type. 4 fois plus de délinquance chez les Sahéliens, 2 fois plus chez les Maghrébins, et par rapport aux gens de souche. Or, on ne veut pas l'envisager. On nous renvoie en permanence au paradigme misérabiliste. Ma formule, c'est celle de Marx. Misère de la sociologie, sociologie de la misère. On n'a que ça. On inonde les quartiers, plus de 100 milliards depuis 40 ans. Or, les quartiers, désormais, sont précisément les no-go zones. Donc, en réalité, l'argent de l'État a financé l'argent du crime, de la criminalité. C'est qu'on est fou. Et moi, les gars que je vois étaient encore dans les quartiers vraiment chauds. Mais maintenant, les quartiers chauds, c'est Crépol. Moi, je suis dans Lyon. Pendant les émeutes, c'est surréaliste pour nous, les émeutes de 2023. Dans Lyon, à Auxerre, il y avait des voitures cramées. Des voitures cramées à Auxerre. Radouane. Il y a 2 choses. Il y a quelques années encore, l'école était le sanctuaire de la République. Aujourd'hui, en quelques années, on a des terroristes qui rentrent dans les écoles, qui tuent des professeurs. Et quand ce ne sont pas des terroristes, c'est des adolescents de 14 ans qui viennent avec des couteaux et qui poignardent le personnel éducatif. Donc des terroristes. Donc des terroristes, oui, c'est du terrorisme. Donc le terrorisme et l'ensauvagement est de plus en plus jeune dans notre pays. Mais pour rejoindre François, ce que François disait, c'est assez intéressant. Il parle de population sahélienne, de population maghrébine, mais c'est des gens qui sèment la terreur en France. Oui. C'est comme le terrorisme. En France, nous sommes bien naïfs sur la question de l'islamisme. Au Maghreb, il y a très très peu d'attentats. D'ailleurs, il suffit de se référer aux décisions prises par Bourguiba lorsqu'il était président de la Tunisie, avec le voile notamment. C'est des pays qui connaissent le risque d'un embrasement islamiste et qui justement appliquent la tolérance zéro. Là où nous sommes bien naïfs dans l'Occident, en France et dans nos pays européens, de penser qu'il pourrait... que cela pourrait se régler par l'éducation, par l'école ou par toute autre institution. Ça, c'est une funesterie, c'est une connerie. Si, parce que là, Quentin, excuse-moi, c'est pas ça. On ne sait pas avec qui traînait Quentin, on ne sait pas d'où venait Quentin. Moi, je me permets de savoir, Aurélien, alors moi, les copains journalistes étaient aux auditions, comparution immédiate. PSG, donc. Ouais, Aurélien, et voilà, évidemment, les juges ont fait en sorte que ce soit Aurélien en premier, et puis après les Ahmed en dernier, quoi. Mais c'est comme Kevin et Matteo avec Darmanin. Aurélien, c'est un blanc racaillisé. Oui, il a la culture de la banlieue de partout. Mais... Et on va voir pour l'affaire là, pour sortir le couteau, c'est vraiment la culture racaille, banlieue, quartier. C'est la culture, la culture et les filles également. Il y a quelques jours, une vidéo a été relayée sur les réseaux sociaux en marge des manifestations, des émeutes, on les appelle comme on veut, ou des racailles qui se réunissent pour célébrer la victoire du PSG. On a Antoine Léaumont qui est député de la France Insoumise, qui se fait prendre en disant « Ah, ces bâtards de flics agressent ». C'est la culture... En même temps, quand vous avez un président qui dit « On a gagné, frère », si tu permets, voilà, ils sont canailles. C'est presque un effet de snobisme. C'est comme Macron avec Frérot à Nasser, mes fesses. C'est là, les grands bourgeois sont canailles, je veux dire. Mais là, pour le coup, la canaille racaillisée, c'est un de nos gros problèmes, parce que le stade suivant, c'est la conversion. Mais c'est salut les gars, moi j'ai grandi en HLM, j'ai été bien éduqué, j'ai pas fait comme les copains de la cour de récré. Aujourd'hui, il y a une pression. Non, mais j'ai 25 ans, j'ai grandi dans une cité, dans un quartier très populaire. J'ai du mal aujourd'hui à expliquer que moi, qui ai grandi dans une barre HLM, j'ai des voisins qui se sont mis à vendre de la drogue et que moi, j'ai pu m'élever socialement, j'ai pu faire des études supérieures. C'est le grand problème, mais c'est l'exception. C'est l'exception. Moi, je te donne des exemples. J'ai une famille de 5 gosses, 5 garçons, quoi. Le premier tombé dans la drogue. Il est perdu, on l'a perdu. Le second converti.
je découvre qu'il y a plein de convertis français désormais au Caire. Les mecs, c'est des tels zombies identitaires qu'ils ont un quartier au Caire qui leur est dévolu. Et le troisième, c'est un militant identitaire. Voilà. Il a les anticorps pour se défendre. Hein. Oui. Et c'est dans la même famille et déchiré par ce chaos qu'est la banlieue. Quoi. Mais parce que la C'était déjà démographie. visible à l'époque de Daesh. Ouais, bah, Daesh nous le renseigne. Phénomène, Daesh, c'est-à-dire que pourquoi les convertis. Mais les convertis, c'en est facile. deux fois plus de- Parce que c'est la, c'est la démographie qui fait la loi. En fait, c'est des quartiers qui sont complètement ghettoisés, complètement communautarisés. Si vous habitez dans un immeuble, vous êtes le seul blanc et qu'il y a 40 Sahéliens, à un moment donné, vous vous comportez comme les Redouane, Sahéliens. si tu permets, pour toi, c'était facile si je te dis ça. Parce que Bien sûr. moi, des copains qui me disent, maintenant qu'ils sont devenus des copains, quand il y avait des copains libanais, chrétiens, machin, Bien sûr. ils n'ont jamais été agressés. Jamais, quoi. Tandis que le mec qui est un locoderme parfait, quoi, sans fond de teint, blanc, lui se faisait massacrer, voilà. Donc ça te permettait d'échapper peut-être à la pression qu'il y avait communautaire, Mais en dépit du absolument. Et christianisme. ce racisme Mais anti-blanc, de le dévoiler comme vous le faites, vous êtes un peu seul, hein, parce que... Ouais, alors que c'est un phénomène de masse, lourd. Hein. Simplement, comme on va de moins en moins dans cette périphérie qui n'était jamais qu'à 15, 20, 30 km de Paris, quoi, où les Blancs, il y a eu ce qu'on appelle le white flight. Hein. C'est-à-dire que les parents n'ont pas été cons. Je veux dire, les parents, c'est la fuite des Blancs, l'exil pavillonnaire, hein, qui va nourrir le vote populiste. Hein. Mais donc, il reste presque pas de Blancs. C'est les mecs qui sont dans la panade et qui n'ont pas eu de chance. Dont les parents divorcés, ils sont restés sur place. Hein. Et moi, je dis dans le bouquin, ils ont un panneau de 4 x 3 mètres dans le dos, quoi. Et l'objectif, c'est comme les statuts décoloniales. Hein. C'est les renverser dans un frisson d'expiation pour qu'après, on soit que dans notre soi. Moi, les mecs me disent, hein, mais il y a trop de blancs en France. Quoi. Voilà ce qu'on dit dans les cours, il y a trop de blancs en France. Hein. Dans ce racisme anti-blanc, il y a les blancs et il y a celui qui est perçu comme le traître. Moi, je reçois très régulièrement des menaces. Je m'exprime énormément sur les plateaux de télévision. Quand on me traite de harki, d'arabe de service ou même de sale blanc, je le mets dans la catégorie du racisme anti-blanc. Ouais, mais je t'y mettrai. Tu sais, moi, j'ai des témoins, c'est des métis. Hein. Je t'y mets, ça Bien, vous connaissez pas. bien sûr, Donc, bien sûr, mais en fait, il y a deux choses. Il y a le blanc qui est traité de sale blanc, et il y a celui qui, en France, fait comme les Français, à Rome, fait comme les Romains, qui est civilisé, qui est assimilé, qui aime la France, qui est intégré. Lui se fera traiter de sale blanc, d'arabe de service ou de harki. Mais ça en dit long sur la société, parce que harki est devenu une insulte dans le lexique de ces personnes, alors même que les harkis sont Et puis des il aggrave héros. son sort, il écrit même un bouquin sur le pape. Alors. Allez, Régis. Non, moi je voulais rajouter une chose par rapport à ce débat qui est évidemment passionnant. Et puis on a l'impression à travers ce livre, moi j'en ai lu quelques pages, qu'on découvre un monde. C'est-à-dire, effectivement, vous avez raison, il faut aller aller dans la barre d'immeubles, il faut y retourner. C'est des quartiers, c'est pas facile, ça a dû être une enquête d'ailleurs assez difficile à mener. Donc là, il y a un vrai phénomène qui n'est pas couvert du tout, ou quasiment pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je dirais que pour compléter tout ce qui a été dit, on est malheureusement dans on va dire, un espace-temps dramatique en termes politiques. C'est-à-dire qu'on a un président aujourd'hui, alors qui fait effectivement des jeux de mots, champion mon frère, etc., pour s'encanailler, comme vous l'avez dit, mais qui en plus ne gouverne pas. Avec un gouvernement où il y a Bruno Retailleau qui est censé représenter ce que Gérald Darmanin représentait avant, c'est-à-dire une sorte de pôle sécuritaire, machin, mais avec un gouvernement dont on sent qu'il est composite, qui n'est pas une majorité, qui n'est pas issu d'une majorité, qui n'est pas issu d'un vote. Donc on a un président déconnecté qui passe son temps à l'étranger à se mettre en spectacle, parce qu'on a l'impression c'est qu'à chaque fois il y a un sketch, hein, je veux dire, que ce soit Lula, alors Lula c'était ici, le Vietnam, etc. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a une vraie peur qui monte en plus, parce que l'État nous contrôle de moins en moins. Et on vit aujourd'hui, j'ai l'impression, vous parliez de l'affaire Bonham-Sansal et la faiblesse de la France vis-à-vis de l'Algérie, elle est liée justement d'abord au recul de la France en Afrique et au recul de la France internationalement, mais elle est due au fait qu'on est en train de vivre un épisode politique inédit où ce président, qui par 3 fois a été désavoué dans les urnes, aurait dû par, je dirais, conscience patriotique, démissionner tout simplement. Et on est face à une aberration constitutionnelle. Cette magnifique, alors je ne sais pas si elle est si magnifique que ça maintenant quand on y réfléchit, mais constitution de la Ve République qui avait été faite par Michel Debré pour dégager des majorités larges, on se retrouve avec, on est au bout de l'exercice et on va encore en avoir pour 2 ans, et c'est bien là où est le problème.
Et je pense que tous ces mouvements et toutes ces racailles et tous ces groupes, etc., le savent très bien. Ce qu'on a vécu sur les champs. Mais c'est vrai qu'on parlait avec les racailles, les elles sont même à l'Assemblée aujourd'hui. Hein. Il y en a des. Non, mais elles sont soutenues, mais ça, la France Insoumise a toujours dit. Vous savez, au début, Clémentine Autain avait dit, quand ils ont eu leur premier député à l'Assemblée, ils avaient dit ce qu'on n'obtiendra pas dans les urnes, on l'obtiendra dans la rue. C'est un appel, c'est les deux piliers, c'est un objectif révolutionnaire. Et Jean-Luc Mélenchon ne s'en cache pas. Il est dans une perspective révolutionnaire. D'ailleurs, ils sont contre la Ve République, ils veulent en changer, mais ils veulent obtenir le pouvoir par la rue. C'est vrai que Florent Philippot, vous entendez beaucoup sur le Frexit, la sortie de l'Europe. Est-ce que c'est pas un sujet qu'il faut un peu plus préempter au sein des Patriotes ? Insécurité. Non, mais le Frexit, c'est pas un sujet en soi, c'est un moyen, notamment, pour traiter ce sujet. Non, mais on entendait parler de souveraineté, aux sciences économiques, on a l'impression que vous entendez moins sur ces sujets-là. Parce que, pour une raison... Moi, je pense, je vais être clair, hein, ceux qui tapent le plus du poing sur la table sur ce sujet migratoire... Zemmour. Zemmour, ou le RN, ou Ciotti, ou Retailleau, quand ils sont au pouvoir. On les a tous connus, Hortefeux à l'époque, Valls, quand il était ministre de l'Intérieur. Ils tapent du poing sur la table, ils inventent des expressions et machin. Pendant ce temps-là, les chiffres, ils grimpent. Moi, je pense que plus on vocalise, plus on veut masquer, en fait, une impuissance organisée. Et l'impuissance organisée, c'est que la France ne contrôle plus sa politique migratoire. C'est tout simple. Et donc, moi, je veux bien qu'on discute de toutes ces questions-là, mais tant que la France n'est pas sortie de Schengen... c'est ça. Oui, mais tant que la France n'est pas sortie de Schengen, l'Union européenne et la CEDH, nous n'avons pas le droit de contrôler nos frontières, d'avoir un corps de douane digne de ce nom, de savoir qui on est, de pouvoir expulser qui on veut, de pouvoir arrêter le regroupement familial, de pouvoir même l'atténuer, de pouvoir maîtriser notre politique de distribution de visas, de pouvoir maîtriser l'asile, etc., etc. Tout est déterminé par notre appartenance à Schengen, l'Union européenne et la CEDH. Donc d'abord, premièrement, on sort de ce truc-là, on en sort et on reprend la main. Et ensuite, on pourra, par des politiques fermes, parce que l'heure est grave et donc il faut être très ferme, on pourra réduire drastiquement les flux, expulser qui on veut et faire respecter la loi et... L'école, la famille, la justice, la police, quel maillon Non, mais je veux dire, c'est quand même des choses évidentes. Et vous voyez, ça, ni le RN, ni Zemmour, ça ne le propose. Et ça donne Mélanie. Alors, il y a des gens qui s'extasient devant Mélanie parce qu'elle a réduit de 65% le nombre de bateaux de migrants qui arrivent. Il n'y a plus que 65 000 personnes par an qui arrivent en bateau. Elle a proposé, justement, au niveau de la CEDH, avec le Danemark... Oui, ça a été balayé. Hein. Oui, mais enfin, en tout cas, il y a une volonté... Oui, superbe. Elle a fait une tribune dans le Monde italien pour dire, et ça serait bien que la CEDH soit plus gentille avec nous. Et la CEDH a répondu, va te faire voir. Parce que tant que tu as ta signature en bas de la CEDH, tu appliques la CEDH. C'est simple. Et la CEDH a raison. Si tu n'es pas content avec la CEDH, tu retires ta signature. C'est la marque d'un vrai dirigeant et d'un État vraiment souverain. Voilà, c'est tout. Donc, Mélanie, il y a encore 5 fois plus de bateaux qui arrivent qu'avant le Covid. Hein. C'était 13 000 personnes par an, maintenant c'est 65 000. Elle a réduit par rapport au pic. Mais par contre, elle a explosé l'immigration régulière. Elle a doublé l'immigration de travail. Ce qui est donc la première source de l'immigration clandestine, parce que la première source d'immigration clandestine, ce n'est pas les bateaux. C'est les gens qui sont d'abord arrivés avec un titre de séjour et qui ensuite restent après l'expiration du délai de leur titre de séjour. Donc en fait, c'est une arnaque totale. Elle est comme les autres au service d'un grand patronat et des mondialistes qui veulent faire baisser les salaires, détruire les modèles sociaux et appliquer cette politique mondialiste d'immigration massive, etc. Donc moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Pas du tout là-dedans. Et je pense que tous ceux qui vous parlent comme ça, qui vous parlent de grands mots, mais qui en réalité ont la peur de leur vie de quitter l'Union européenne, c'est quand même incroyable, sont des arnaqueurs, premièrement, sur le sujet. Deuxièmement, sur l'islam, etc. Vous savez, on a un territoire français qui s'appelle Mayotte, qui vote pas du tout pour des gens qui sont pour la révolution ou quoi que ce soit, et qui sont les premiers à réclamer l'arrêt de l'immigration. Donc il n'y a pas de lien consubstantiel, c'est ça que je veux dire. Moi je n'essentialise pas les gens. Il y a 95% de musulmans. Et il n'y a pas même de fondamentalisme là-bas. En réalité, nous avons financé notre propre fondamentalisme. Nous avons passé notre vie depuis des décennies à copiner avec le Qatar. Je le sais, ils ont porté plainte contre moi pour l'avoir dit, ils ont perdu. Voilà, donc moi je suis quelqu'un qui est très clair, le Qatar a porté plainte contre moi. Il avait 2 avocats, l'avocat de Hollande, l'avocat de Sarkozy. Donc je connais ce système par cœur. Ils ont perdu, parce que je disais la vérité. Là, on copine avec le nouveau Syrien. On a été les premiers à le recevoir à l'Élysée. Ce type a du sang sur les mains. Il a le sang de Samuel Paty sur les mains. On le reçoit, on sait très bien ce qu'on fait. On est en train de financer la fondamentalisation de l'islam. Voilà. Donc en réalité, on continue
Donc ça va être de pire en pire. Donc là aussi, on change complètement de politique et de diplomatie. Mais ça, il faut avoir un tout petit peu de souveraineté, de courage pour le dire et pour le faire. Ce que n'ont pas 99% des politiques français, que ce soit les macronistes ou dans l'opposition. Voilà, donc j'ai envie de répondre à ça. Mais moi, tout ce que je vois pour l'instant, c'est que le seul débat qu'on a en France, c'est pas sur la justice, comme je l'ai dit, c'est pas sur les parents, c'est même pas sur l'immigration, etc. Le seul débat qu'on a, c'est on va vous mettre de la reconnaissance faciale dans l'espace public et on va censurer les réseaux sociaux. Voilà, c'est le seul débat qu'on a. C'est-à-dire, on va s'attaquer aux libertés des vrais gens, des honnêtes gens, sous prétexte de lutter contre l'insécurité. N'achetez pas ça. Quand on vous viole une liberté au nom de l'insécurité, vous pouvez être certain que vous ne récupérerez pas votre liberté et que vous n'aurez pas plus de sécurité. C'est systématiquement une arnaque. Graille, est-ce que... on parle juste, il faudrait quand même modérer un peu le truc, on parle d'impuissance de l'État face à ceux qui transgressent la loi. Moi, je ne trouve pas par rapport aux Gilets jaunes, fasse preuve toujours d'impuissance. 13 000 tirs de LBD contre les Gilets jaunes, 10 000 arrestations dans une grande quantité préventive et illégale. Et tu verras quand tu auras la reconnaissance faciale. 80% de comparution immédiate, même quand il y avait eu Naël, d'ailleurs, 90% de comparution immédiate. Donc, je pense que l'État choisit les moments où il décide d'intervenir et les moments où il ne décide pas d'intervenir. Et on parlait de 2 poids 2 mesures dans le sujet précédent, on peut le voir aussi. Comment peut-on vouloir à des gens d'avoir un sentiment d'impunité quand ils voient que l'État a totalement la possibilité de leur dire merde, mais ne le fait pas. Il le fait pas. Ouais. Il ne le fait pas volontairement. Ou ils le font sur certaines personnes et pas sur d'autres. Donc effectivement, oui, c'est 500 € d'amende de tirer au mortier sur un flic, c'est 135 € d'amende un stationnement interdit, là, j'en ai eu un tout à l'heure. Donc un flic, la vie d'un flic, c'est 3 stationnements et demi. 3 masques. C'est ça, ou 3 masques. Ouais. Donc quand vous voyez ça, quand vous voyez qu'on arrête des gens dans la rue parce qu'ils boivent pas leur café debout, mais qu'on peut tirer au mortier sur des flics, c'est pas une question de nationalité ou pas, c'est que dès que le crime risque il y a des gens qu'on arrête, il y a des gens qu'on n'arrête pas. Parce qu'il y a une... Voilà. Parce qu'on Et je parle pas bien sûr de la délinquance en col blanc et de la fraude fiscale et de nos amis du gouvernement qui se font pincer régulièrement. Parce qu'on est confronté à une crise majeure de l'État. On n'arrive pas à imposer avec Jean-Yves Le Gallou le concept d'anarcho-tyrannie qui vivote aux marges de l'espace public. Mais c'est central pour nous. On a un État voyou. Il y a un État policier. Il est policier avec nous, l'État, aujourd'hui. Il est policier, comme le rappelait Florian, comme le rappelait Greg. C'est 1 million de procès-verbaux pendant le Covid. Il y avait des hélicoptères qui chopaient des mémés, qui faisaient du VTC, quoi. On l'a vu, là, il y a quelques semaines, un boulanger, pour un 1er mai, 7 000 € quasi, quoi. Et les types sortent de comparution immédiate, les doigts dans le nez, quoi, en faisant un pied de nez à la... Ça sanctionne les gens qui veulent travailler, c'est quand même délirant. Ouais. Et donc, vous avez vu les consignes RATP qui sont sorties. Allez voir les gens qui vous paraissent solvables. Les bons profils, voilà. Donc, simplement, là, on est au cœur d'un truc qu'on n'arrive pas... La narco-tyrannie, on n'arrive pas à l'imposer, parce que les gens sont perdus par le terme. Et pourtant, c'est le cœur du schmilblick, c'est qu'on a un État en permanence permissif avec les voyous d'en bas et d'en haut. C'est les mêmes. Et je ne veux pas faire mon marxiste de service à éléments. Marx le disait. La haute banque et le lumpen prolétariat. Le lumpen prolétariat, c'est les voyous. Ont toujours joué ensemble. On fait la même chose. Quand vous voyez certains groupes politiques, je pense notamment à l'extrême gauche, est-ce que le chaos ne serait pas devenu pour certains une forme de langage ou d'identité revendiquée, justement, à partir de là? Chez Mélenchon, c'est différent. C'est un chaos pré-révolutionnaire qui voudrait faire avenir dans ses rêves. Ses rêves. Je pense que là, c'est gérable. En revanche, la crise de l'État, elle est lourde, elle est structurelle. Si on ne veut pas l'empoigner avec force, avec fermeté, on va avoir de plus en plus un État démissionnaire, parce que ce n'est pas les parents qui sont démissionnaires, Florian. C'est l'État aujourd'hui qui est démissionnaire. Non, mais les deux. En premier lieu, quoi. Et après, toute la chaîne de commandement est démissionnaire. Et les médias, il faut quand même ne pas l'oublier, il y a aussi cette responsabilité médiatique très forte de ne pas couvrir un certain nombre de choses ou de les couvrir. Parce qu'on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas être informés. Moi, j'ai déjeuné avec ma mère de 83 ans l'autre jour, le lendemain du match du PSG, et la première question qu'elle me pose, elle me dit « Mais c'est vrai cette histoire d'émeute ?» Sur France Inter, en 3 heures d'émission, le lendemain des émeutes, 3 minutes sur les émeutes, sur 3 heures d'émission, sur la matinale. Le mieux que j'ai vu, je crois, c'est le journaliste de BFM sur les tirs de mortier qui dit « Regardez, c'est la fête, c'est la joie ». Et on entend les booms derrière et il dit « Il y a même des feux d'artifice improvisés ». Non, mais ce qui est encore plus dingue avec cette histoire de victoire du PSG, c'est que également le préfet Nunez avait donné, on le voyait très bien au niveau de l'action des policiers, c'est-à-dire que l'idée c'était laisser la fête, la priorité c'était la fête.
la priorité. Ensuite, après, il fallait mater l'émeute, mais on sentait bien qu'il y avait, il y avait une permissivité qui a eu lieu, notamment aux abords des Champs-Élysées, qui est manifeste. C'est-à-dire que toute la banlieue a pu venir tranquillement. Moi qui suis venu, je suis en province à certains événements Gilets jaunes, je viens du sud d'Auxerre. Hein. Bon, à Auxerre, il y avait des policiers pendant les Gilets jaunes, les premiers samedis. Donc, ils fouillaient des sacs. Hein. Ma prochaine gare, grande gare, c'est La Roche-Migène, peu importe. Après, dans chaque gare, on était contrôlés. Quoi. Tous les mecs qui rentraient dans le train étaient contrôlés. Pourquoi ils le font pas, là? Pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils organisent le chaos. Oui, Bah, c'est le chaos. Non, mais je veux dire, c'est quand même pas compliqué de comprendre que le soir du PSG, ils savaient très bien ce qui allait se passer. Qu'on arrête. En cas de victoire comme en cas de défaite. Mais évidemment. Donc en réalité, vous savez, un peuple comme ça, qui est en situation permanente maintenant d'anxiété, de stress, parce qu'on ne peut même plus effectivement faire la moindre fête en France, le moindre événement, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de moment de relâche. Bah, c'est formidable un peuple qui est tout le temps stressé, qui est tout le temps anxieux. Et si après il a envie de se révolter, là, effectivement, pas de problème. On va aller le mater, le contrôler, le surveiller. On va lui mettre les drones. Nous, maintenant, ils nous mettent des drones au-dessus de nos manifs. Quoi. C'est vrai que nos manifs sont pré-insurrectionnels. Hein. Et puis, ils veulent mettre la reconnaissance faciale. C'est un Chinois, en 2021, qui est le père du crédit social. Parce que la reconnaissance faciale permet, c'est même indispensable pour mettre en place le crédit social. La reconnaissance faciale par vidéosurveillance dans l'espace public est massive aujourd'hui en Chine. En 2021, ce père du crédit social par reconnaissance faciale en Chine a dit « Si vous aviez eu la même chose en France, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes. » Évidemment, évidemment. C'est fait pour ça. C'est pas fait pour empêcher les émeutes post-PSG. Vous les aurez toujours, celles-là. Parce que celles-là, elles arrangent le pouvoir. Ça permet le lendemain à Retailleau de faire soi-disant le fort, alors que la première réaction qu'il devrait avoir, c'est de démissionner. Dans un pays normal, quand on est responsable de la sécurité qui se passe ça, on démissionne. C'est ce qui se serait passé il y a quelques décennies et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, mais plus maintenant. Voilà, donc, et ça, c'est un chaos qui permet ensuite d'imposer tout et n'importe quoi au peuple, qui perd ses défenses immunitaires, qui est dans un état d'anxiété, de stress permanent et qui va aller se jeter dans les bras du premier qui parle un peu plus fort et qui sera surtout aidé par les médias qui vont relayer sa parole. Donc mais l'origine de ces violences urbaines, là, justement, pour vous, elles sont vraiment... elles tirent leur origine d'où? D'une haine assumée envers la société ou finalement c'est quelque chose. Souvenez-vous, en fait, cette histoire effectivement de la. Je voudrais quand même juste ajouter une chose parce qu'on a parlé beaucoup de LFI, tout ça. Tout le monde sait ce que je pense de LFI, mais c'est pas LFI qui est au pouvoir aujourd'hui. Hein. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur LFI. LFI est loin d'arriver au pouvoir, hein, vu leur état de marginalité dans l'opinion aujourd'hui. Et faut pas, ça, c'est un grand fantasme qui est agité justement par les macronistes en disant « Ah, jetez-vous dans nos bras, sinon vous aurez Mélenchon. » Vous n'aurez pas Mélenchon. Mélenchon ne sera pas au pouvoir. En réalité, ce sont les macronistes qui mettent en place cette politique-là. Je le rappelle quand même, parce que c'est un peu facile d'aller voir ailleurs, je ne les défends pas en disant ça, sans s'occuper de ceux qui mettent réellement la situation, la pagaille en France et qui sont en train de créer, eux, le chaos. C'est bien beau, mais si... Régis et François. Je voulais juste rajouter, moi, il y a une chose qui est, quand on y réfléchit, ça fait quand même un petit moment que ça existe. Alors, la victoire du PSG, ça n'arrive pas tous les 10 ans, tous les 20 ans, mais en revanche, tous les ans, il y a le fameux 31, la nuit de la Saint-Sylvestre, où on nous explique que finalement, il n'y a eu que 360 voitures qui ont été brûlées cette année par rapport à 500 l'année dernière. Et le magicien de ça, c'était quand même Gérald Darmanin, faut le connaître, pour truquer la statistique, la manipuler à des fins, etc. Et dire, oui, il y a quand même eu une baisse de 20%. Et puis quand on regardait les chiffres, en réalité, on s'apercevait que, en fait, le but n'est pas de faire qu'il n'y ait plus de voitures qui brûlent. Le but, c'est de dire, voilà, regardez, on a fait une performance presque. Donc c'est ça qui est absolument incroyable. Et quand on y réfléchit, tous, on a ce souvenir de la Saint-Sylvestre depuis très très longtemps. Donc c'est pas nouveau comme phénomène. Mais aujourd'hui, effectivement, là, il y a une vraie, il y a des points de crispation comme ça. Alors c'est peut-être les gilets jaunes qui ont déclenché ça avec les Champs-Élysées, mais c'est vrai que les Champs-Élysées, ça devient un enfer. Je veux dire, pour les touristes, en fait, il y a une sorte de point de crispation autour de ça. Et dès qu'il y a un événement, hop, on va sur les Champs-Élysées et on casse tout. C'était avant les gilets jaunes. Hein. Il y avait des matchs. La Coupe d'Afrique des Nations finissait toujours sur les Champs-Élysées. Ouais, mais peut-être pas aussi. Avec autant de violence. C'est qu'il y a ces crescendo. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas, à la différence de Florent, isoler le haut du bas. Et le bas du haut. Le cas anglais est fascinant pour ça. C'est les élites. Moi, je appelle ça les grands blancs. Le grand blanc a besoin des populations extra-européennes. Hein. Et il s'est noué entre eux une alliance sur le dos des peuples historiques. J'ai pas dit autre chose.
Ouais, mais simplement, c'est aussi de leur faute. Hein. C'est racaille d'en haut, racaille d'en bas. Voilà, c'est aussi de Je les mets dans le même sac. C'est aussi de la faute. Et je les mettrais dans les mêmes cellules en prison. Voilà, ça serait amusant. Ouais. On a du boulot, hein. C'est pour répondre, simplement, on le voit, l'Angleterre, c'est fascinant pour ça. On a sorti, pendant les émeutes raciales du mois d'août de l'an dernier, je crois, libéré 500 places de prison. On a condamné à 2 ou 3 ans pour des textos, des tweets. Hein. Il y avait des milices, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des milices pakistanaises avec des battes de baseball et des clubs de golf dans la rue. Le type, je ne suis pas un fou de l'Angleterre, hein, mais quand même, c'est un des drapeaux les plus glorieux au monde, l'Union Jack. Hein. Je préfère le mien, un drapeau, mais quand même, l'Anglais qui sortait avec l'Union Jack se faisait taper dessus par les milices pakis, ou par la police, hein. Donc on voit très bien, c'est la narco-tyrannie, cette alliance entre un État voyou, parce que ça c'est l'État voyou, quoi, avec les voyous, sur le dos, au détriment du peuple historique. Hein. Et on peut encore parler d'intégration quand des groupes, justement, d'après toi, Radouane, s'en prennent à leur propre pays, justement, à la moindre célébration, justement, nationale. Non, je pense que l'assimilation peut encore exister. Or, aujourd'hui, elle est totalement fracturée. Mais c'est une assignation à résidence identitaire qui est entretenue depuis de très nombreuses années, aussi par responsabilité de l'État. Ça commence en réalité fin des années 70, début des années 80, avec SOS Racisme et tous ces groupuscules qu'on crée et qu'on amène en France. On prend des Français d'origine maghrébine, des Français d'origine africaine, on leur laisse sous-entendre qu'il y a un racisme d'État, qu'ils ne sont pas totalement français, mais qu'ils sont français, mais qu'il faut qu'ils conservent quand même la fierté de leurs origines, la fierté d'être marocain, une maroquinité, être algérien et autres. Ainsi, on crée un grand flou dans l'esprit de ces gens, on les entasse, et ces gens, ensuite, font ce qu'on connaît aujourd'hui par la ghettoisation et par ce qu'on connaît, par ce qu'on a connu dernièrement. Mais ça arrange, je crois, une partie de la classe politique pour des raisons électorales, que des gens pensent que la France est un État raciste, que des gens raisonnent plutôt qu'en français, raisonnent en communauté maghrébine, en communauté africaine. Tout ça sert forcément quelqu'un. Ça sert quelqu'un, ça sert un camp. C'est la politique la plus dévastatrice, c'est la politique municipale. Il suffit de voir là, je crois qu'on appelait ça la ceinture rouge, toutes ces banlieues rouges, ces banlieues communistes, ces banlieues socialistes qui ont entretenu ça pendant des années. Ça leur a servi, ce grand désordre, à se maintenir au pouvoir. C'est du clientélisme. Ouais. C'est du pur clientélisme. Florian, juste avant, est-ce que vous pensez vraiment, c'est une question un peu provoque, que la justice protège certains profils au nom d'une idéologie bien pensante, quitte à sacrifier la sécurité ? Je pense qu'il y a des juges qui font, qui ont fait un peu trop de sociologie et qui confondent un peu les métiers et qui ont peur de tomber dans ce qu'ils ont, dans des concepts qui viennent en fait des États-Unis. Ils ont peur de tomber dans un racisme systémique ou de l'entretenir d'une manière ou d'une autre. Et donc, au lieu d'appliquer simplement la loi, ils ont d'autres considérations qui les amènent à... Il y a un ensauvagement, ce mot. Est-ce qu'il est encore tabou d'après vous ou pas? J'étais le premier au front à l'époque à l'utiliser. Donc, en 2012, je crois, parce que je l'avais lu en 4e de couverture, c'était Oberton qui l'avait ressorti ce mot, quand il avait sorti un livre. Ouais, et donc je l'avais, voilà, exactement. Et donc je l'avais popularisé au FN, qui a mis quelques années ensuite à le reprendre. Ils le reprennent beaucoup depuis quelques années. Mais en fait, c'est moi qui l'avais mis dans les discours en premier et sur les tweets même, on a encore la trace. Mais peu importe. Mais oui, il y a un ensauvagement. Simplement, pour pas que les gens sortent de là en étant en dépression totale, moi je pense qu'il y a 4 mesures voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Simple. 1, on reprend notre souveraineté, parce que je vous ai dit, en quittant les instances supranationales, et on arrête l'immigration totalement. Et même on réinverse certains flux. S'il y a des gens qui estiment qu'ils vivront mieux dans leur pays d'origine, il faut les aider à le faire. Voilà, parce qu'ils sont malheureux en France. Je pense que l'État français doit aussi aller là-dessus. C'est vraiment, mais pour cela, il faut complètement retrouver notre souveraineté. 2, on remet la justice d'équerre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et on remet de l'ordre dans la justice. 3, à l'école, on réapprend l'amour de la France. On arrête d'apprendre à détester la France. On arrête d'apprendre que la France se résumerait au triptyque esclavage, colonisation, collaboration. Non, la France, c'est d'abord 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans de gloire, de héros, de belles choses, de grandes choses et de beauté. Et c'est ça qu'il faut apprendre d'abord et avant tout dans le roman national. Parce que c'est comme ça. On va pas. Comment voulez-vous que une jeunesse ait envie d'aimer la France si on vous lui apprenait dès le plus jeune âge que la France est un pays haïssable, ce qui est complètement absurde et idiot. Et quatrièmement, on arrête toutes les politiques de restriction de liberté.
sous prétexte de sécurité, parce que là, vraiment, on va aller vers la reconnaissance faciale, on va aller vers la censure des réseaux sociaux. Ils ont commencé par les sites porno. Vous inquiétez pas, c'est une clé d'entrée. Ils ont déjà annoncé que ça concernerait demain X, donc le réseau social, où vous irez chercher même votre petit code chez le buraliste. Nous a expliqué la. Oui, il veut demander au buraliste l'autorisation. Oui. Tu vas aller chercher ton code chez le buraliste à chaque fois que tu vas te connecter sur X. Non, mais et ces gens, au prétexte que ça va aider à lutter contre le terrorisme et pour les enfants. On nous prend pour. Non, mais on nous prend pour qui là? Je veux dire, on nous prend pour ce qu'on est si on ne réagit pas. Hein. Parce que si on ne réagit pas, on est coupable. Ce truc-là. Donc moi, je pense que ces 4 mesures-là, immigration, donc souveraineté, justice, école et rétablissement de nos libertés d'expression et de nos libertés, sont le cocktail magique pour sortir de cette situation chaotique. Allez, on termine avec donc ce débat avant de parler d'Ukraine avec les dessins d'Ignace. Pourquoi Macron ne veut pas réprimer la violence? Jamais je ne m'en prendrai à Brigitte. On applaudit bien fort Ignace. Divorce entre Trump et Musk. Qui va garder les Américains? Voilà, une belle photo entre les deux. Trump réprime rudement les manifs pro-migrants alors que nous sommes intraitables avec les anti-migrants. Bravo. L'État faible face à la montée de la violence. Faux, nous sommes intraitables avec les bavures policières. Qui aujourd'hui croit en la justice de notre pays? Nous. Et je vous laisse interpréter qui le dit. Et enfin, Philippot appelle à une manif contre l'euthanasie, sinon vous allez tous crever. Voilà donc pour la première partie. On se retrouve tout de suite pour le dernier débat de la soirée consacré à l'Ukraine. À tout de suite. Macron finance l'Ukraine et laisse tomber la France? Trahison ou soumission? Voilà donc la suite et fin de cette émission consacrée à présent à cette situation en Ukraine, donc trahison ou soumission, bien sûr un titre provocateur, mais en tout cas, on peut se demander en effet comment Macron peut dire qu'il protège les Français alors qu'il envoie des milliards à l'Ukraine et laisse l'école, l'hôpital et la sécurité s'écrouler. Vous avez beaucoup parlé sur ce sujet. Florian Philippot, quel constat vous faites après tous ces mois de situation en Ukraine? Qu'il se passe absolument ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que dès qu'il y a une chance de paix, vous avez un camp qui fait tout pour que ça dégénère systématiquement. Voilà, et Macron est une des têtes de pont de ce camp. J'ai été frappé de voir que la veille de négociations d'Istanbul, vous avez eu l'opération toile d'araignée zelenskiste, qui évidemment a compromis les négociations de paix sous l'égide de Trump. Opération qui était évidemment pas 100% ukrainienne. Il faut arrêter de nous prendre pour là aussi des idiots. C'est-à-dire qu'une opération pareille montée sur 18 mois, il y avait au minimum le MI6 britannique et peut-être d'autres puissants, peut-être la France, peut-être la Pologne. Et donc en réalité, et là on voit que donc le Premier ministre ukrainien est venu voir Bayrou il y a 3-4 jours et il est ressorti avec un nouveau chèque de 200 millions. Le lendemain, ils annonçaient qu'ils n'allaient peut-être plus rembourser les maladies chroniques en France. Bah effectivement, il faut bien trouver l'argent. Hein. On nous annonce que Renault irait fabriquer des drones en Ukraine, ce qui est le meilleur moyen pour que Renault ne vende plus jamais une seule voiture en Russie, alors qu'on était à l'état numéro 1 avant les idiotes sanctions de l'Union européenne, anti-russe. Et par ailleurs, si Renault s'amuse à mettre une usine de drones en Ukraine, je pense que ce sera une cible de premier choix pour les Russes qui s'évertueront en quelques jours de la balayer de la surface de la terre ukrainienne. Donc on est dans un truc délirant. On va bientôt tous recevoir notre manuel de survie parce qu'il nous est promis pour l'été. Pour l'été. Il est en retard. Donc l'été, c'est le 21 de fermer juin. les portes contre les bombes. Tous les jours, je guette ma boîte aux lettres où est le manuel de survie pour organiser cette fermer nos portes. ce retour à l'envoyeur qui sera une belle opération nationale. À mon avis, ils vont se prendre des millions de retours à l'envoyeur. J'attends ça avec impatience. Qui nous apprendra effectivement qu'en cas d'attaque nucléaire russe, il faudra bien fermer nos portes. Effectivement. Donc on est dans ce délire qui continue. Alors on en parle plus ou moins selon l'actualité, mais le problème c'est que Macron, lui, il avance dans sa coalition des volontaires avec Starmer et puis le nouveau dingo de la bande qui s'appelle Merz. Avant, il y avait quand même un endormi qui était Scholz. C'était pas mal qu'ils soient endormis. Aujourd'hui, c'est Merz, dont Trump a dit dans le bureau ovale qu'il était un peu dans la continuité d'un chancelier allemand très connu des années 30, puisqu'il lui a quand même dit, je ne sais pas si vous avez vu cette scène, demain c'est le 6 juin, c'était une mauvaise date pour vous.
Et Merz a d'abord répondu oui, et puis il s'est repris, il a dit non, c'est le jour où notre pays a été libéré du nazisme, etc. Mais ce qui était un moyen, je ne sais pas, assez subtil de la part de Trump, de mettre Merz dans la continuité des vieux démons allemands. Et honnêtement, ce que fait Merz, c'est ce que dit Merz en ce moment, oui, ça nous fait penser aux vieux démons allemands. Donc si vous voulez, l'Union européenne est hystérique, on en avait parlé dans la dernière émission, elle a son agenda. Son agenda, c'est créer son armée, c'est de nous piquer la dissuasion nucléaire. Macron sera tout prêt à le donner sans aucun problème, ou tout du moins de positionner des armes nucléaires, par exemple en Pologne, ce qui fera que nous perdrons notre indépendance, puisqu'on sera dans une relation contractuelle avec d'autres pays, et qu'en plus, nous serons nous aussi des cibles de premier choix si ça dégénère. Donc l'Union européenne est vraiment une plaie. Je redis qu'il faut quitter l'Union européenne, et j'y ajoute l'OTAN, dont on a appris hier soir un gros scandale de corruption. Renseignez-vous, parce que la presse française ne va pas en parler beaucoup, mais une agence de l'OTAN qui est stratégique, qui gère les contrats d'armement, a été prise la main dans le sac. Des gens ont été arrêtés, mis en tôle, parce qu'il y a de la corruption à tous les étages. Donc toutes ces institutions sont corrompues, elles sont bellicistes, elles nous piquent notre souveraineté et elles veulent nous mener vers la guerre. Il est temps de les quitter et de défendre à nouveau une diplomatie française qui défende les intérêts de la France et la paix. Voilà, donc ça c'est dit. Régis Le Sommier, alors vous êtes évidemment très investi sur ce sujet puisque vous consacrez de nombreux numéros à ce qui se passe en Ukraine. Ça vous surprend pas non plus l'évolution de ce conflit ? L'évolution de ce conflit, si, ça me surprend. C'est un des conflits les plus inattendus, on va dire, des 20 dernières années. Depuis que je couvre des conflits, j'ai jamais vu un conflit pareil. Quelque chose d'aussi monstrueuse. C'est horrible. Ce conflit est horrible. J'y ai fait 7 séjours qui ont tous été extrêmement marquants. Et je vois aujourd'hui l'évolution de ce conflit dans une perspective qui était prévisible dès le départ. Il suffisait de prendre simplement la population de la Russie, qui est, je crois, 141 millions d'habitants dans mes souvenirs, celle de l'Ukraine qui était autour de 40 millions, aujourd'hui il n'y en a plus que 30 environ, pour savoir que le pays qui a 30 millions d'habitants ne va pas vaincre celui qui a 141 millions. Il y a un problème de masse critique, il y a un problème d'armée, et autour de ça s'est construit une narration du conflit ukrainien complètement absurde, complètement surréaliste. En ce moment, là, je regardais tout à l'heure, il y a des compilations, des déclarations qui ont été faites, en particulier sur LCI, aux différentes étapes de ce conflit. Oui. À chaque fois, on est dans des déclarations absolument dingues qu'on regarde rétrospectivement en disant mais comment ces gens-là ont pu dire des choses pareilles ? Des anciens généraux, je ne vais pas les commenter, on ne va pas faire le procès d'LCI ce soir. D'ailleurs, ils ne sont pas seuls. Tout le service public, c'est dans l'air, etc. C'est exactement la même chose. C'est d'ailleurs souvent les mêmes invités. Et ce petit milieu a chanté les gloires de l'Ukraine en gommant tout le reste et en espérant finalement ardemment la victoire de l'Ukraine. On peut souhaiter ardemment la victoire de l'Ukraine, mais il faut regarder les choses de façon réaliste. Et le problème, c'est qu'il reste encore aujourd'hui des gens prisonniers de cette narration, et en particulier Emmanuel Macron. J'étais surpris l'autre jour de l'écouter alors qu'il était à Mayotte, reprendre la théorie de la guerre d'agression gratuite de Poutine le 24 février 2022, d'une puissance impérialiste contre son voisin, petit voisin qui essaye de survivre, etc., etc. Aujourd'hui, on a quand même pris pas mal de recul, on a appris beaucoup de choses avec cette guerre en Ukraine, on a appris des choses que les médias avaient peu couvert, toutes les conséquences du Maïdan, de la révolution de 2014, tout ce qui s'était passé dans le Donbass. Le Donbass n'est pas né par hasard, et progressivement, on va dire, la vérité commence un peu à émerger, et voilà, et le côté, les salauds d'un côté, les gentils de l'autre, on a quand même beaucoup évolué. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention, sur le déroulé de la guerre. J'entendais tout à l'heure citer la question de l'usine Renault qui va être sollicitée pour construire des drones. Aujourd'hui, les objectifs des Russes, ceux qui suivent un peu le conflit, voient que depuis environ 3 semaines, les Russes frappent comme des malades toutes les nuits à coups d'Iskander, à coups de Kaliber, à coups de drones sur des installations du potentiel militaire ukrainien, mais pas simplement sur du matériel militaire, mais sur aussi les usines de fabrication, prioritairement les usines de fabrication d'armement, de missiles,
de blindés, etc., etc. On peut imaginer que notre Renault national arrivant là-dedans, va devenir une cible prioritaire. Je suis étonné, quand j'entends le ministre de la Défense, Sébastien Cornu, ne pas évoquer cette possibilité. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des usines souterraines. Mais même les usines souterraines, les Russes, ils ont des bombes, ce qu'on appelle, les Américains appellent les bunkers, buster bombs, c'est-à-dire des trucs qui sont capables de pénétrer en sous-sol et à 10 mètres du sol de vous faire exploser quelque chose. Donc, voilà, je ne vois pas comment on va pouvoir construire, et c'est valable pour les Allemands, puisque Friedrich Merz a promis des constructions de missiles de longue portée en Ukraine, donc de fabriquer une usine sur le sol ukrainien. Donc voilà, donc on continue cette fantasmagorie et arrive l'autre épisode dont vous avez parlé, qui est justement le projet d'envoi de troupes. Alors au départ, c'était Macron qui avait dit « je vais envoyer des troupes ». Je dois envoyer des gars à Odessa. Il avait dit ça en 2024. Donc ça avait fait... C'était Le Monde qui rapportait ça, ce propos. Il voulait envoyer des Français. Il y avait eu à l'époque tout un émoi. Poutine avait dit, attention, si vous envoyez des soldats, c'est l'OTAN contre la Russie. Et la guerre... On avait parlé de menaces nucléaires, etc., etc. Progressivement, Emmanuel Macron a révisé son point de vue et il continue à penser avec Keir Starmer qu'ils peuvent envoyer des troupes dans le cadre du processus de paix décidé par Donald Trump. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Et d'ailleurs, le grand intérêt de Donald Trump dans cette guerre, même si elle est loin d'être terminée, c'est d'avoir rendu le mot paix non tabou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de paix. Je vous signale qu'il y a 6 mois avant l'élection de Donald Trump, vous étiez pro-russe. Si vous évoquiez la paix ou les négociations, c'était d'ailleurs arrivé au chef d'état-major de l'armée américaine en novembre 2022 déjà, qui disait il n'y a pas de solution, il faut aller vers la négociation. Il s'était fait tancer et remettre à sa place par Anthony Blinken. Donc la diplomatie à l'époque la diplomatie américaine remettait des paquets de sanctions et des paquets d'aide militaire à l'Ukraine, tandis que les militaires qui étaient un peu plus réalistes, eux parlaient de négociations. C'est quand même assez intéressant de voir quand on suit, de déchiffrer ce qui a pu se passer. Mais pour terminer, aujourd'hui même, quand Emmanuel Macron reparle de ses forces de, je ne sais plus comment ils appellent ça, il y a réassurance. Voilà, ils ont trouvé un terme. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec le conseiller de l'Élysée, Emmanuel Bonne, justement sur ces notions-là, et il m'a expliqué que c'était dans le cadre du processus de paix, etc. Mais même, je lui avais dit, pour les Russes, c'est casus belli. Donc ça veut dire que la présence des Français en Ukraine, alors quand elle est tue, parce qu'aujourd'hui il y a déjà des Français en Ukraine, déjà des Anglais, il y a déjà des Américains, il y a tout ça depuis le début. Mais quand officiellement, si on envoie des troupes dans le cadre d'un processus de paix, ça ne sera pas possible. La Russie ne l'acceptera pas. Alors pourquoi continuer à s'entêter plutôt que de réfléchir à une solution alternative? Par exemple, ça peut être des peacekeepers venant de pays neutres, entre guillemets, peut-être des soldats indiens, par exemple, ou d'autres nationalités qui ne sont pas dans l'OTAN. Parce que la Russie ne l'acceptera pas, c'est tout. Et donc le fantasme, il est là. On va construire des usines en Ukraine pour aider les Ukrainiens. Ah oui, mais les Russes, ils vont les taper. Voilà, on va envoyer des troupes. Et les Russes vont rien dire. Non, c'est pas possible. Dès qu'on a compris que Macron ne veut pas la paix, on comprend tout. Bien sûr. Oui, mais Macron, si on part du voulant pas la principe qu'il paix, est rationnel et qu'il veut la paix, on comprend rien. C'est un peu comme pendant le Covid. Hein. Si on partait du principe qu'il voulait aider la population française, on comprenait rien. Oui, mais si on comprenait, il veut pas la paix d'après vous? Mais parce qu'il a besoin de ça. Et parce qu'il en a besoin. Mais parce qu'il a besoin de ça. Politique. Mais il a gagné la dernière fois 8 points dans les sondages quand il a fait un 20h, enfin une allocution pour dire nous sommes en guerre à nouveau. Hein, on est toujours en guerre avec lui sur l'Ukraine. C'est magique, c'est formidable. Tout le monde se met au garde à vous. Vous n'avez pas d'opposition au Parlement. Ils tremblotent comme des feuilles. Là, le RN, la LFI, LR, PS, tout ça. Ils tremblotent. Ils n'osent rien dire. Ils votent tout. Ou au mieux, ils s'abstiennent. Ils laissent passer. Donc, c'est formidable pour lui. Et puis, imaginons une élection en 2027. On est en état de guerre réel. Ou quasiment... est-ce qu'on va faire une élection dans ce contexte? On va peut-être faire une petite Zelensky, c'est-à-dire qu'on va reporter l'élection. Il avait déjà joué. Et puis il grattera 2 ans de plus. Il avait déjà joué cette partition contre Marine Le Pen la dernière fois, en disant je ne ferai pas de meeting parce que je m'occupe de la guerre. Oui, donc il faisait des vidéos qu'il produisait depuis l'Élysée. D'ailleurs, à la faveur d'une de ces vidéos, il a dévoilé une conversation avec Vladimir Poutine qui a été rendue publique, ce qui fait que les Russes ont coupé la ligne directe. Les Russes, depuis ce jour-là, n'ont pas
communiquer avec l'Élysée directement, parce qu'ils se sont aperçus que l'Élysée utilisait les conversations dans des clips de campagne. Voilà. Vous avez combien de parlementaires qui veulent le destituer malgré tout ça ? 0. Voilà, 0 sur 950. Ils le veulent, mais ils le font pas. C'est ça, Vivien. T'as résumé le truc, c'est totalement dans son intérêt. Juste avant, j'ai quand même une petite phrase que je voudrais lire au cas où il y a des gens qui soient passés à côté. C'est la dernière déclaration du secrétaire général de l'OTAN, qui a déclaré il y a 3 jours « Nous sommes plus puissants que l'Empire romain, l'Empire napoléonien. Nous sommes plus puissants que l'Empire romain, l'Empire napoléonien. Nous sommes les plus puissants de l'histoire du monde. » Voilà, pour en donner le... Bon, ils se sont tous pété la gueule, mais bon... Effectivement, il a totalement intérêt, comme tu le dis, dès qu'on comprend qu'il a intérêt à ce que ça perdure. C'est comme quand on dit l'affaire des bombardiers stratégiques, c'est le Pearl Harbor russe. Ben, on sait comment a terminé Pearl Harbor. Exactement. L'Empire napoléonien. Il y a 3 intérêts pour Macron. Le premier, c'est que c'est le dernier narratif de division. Macron enchaîne systématiquement un narratif de division. C'est-à-dire que toute la population française est coupée en 2. Là, c'est les poutinolâtres contre les démocrates. Avant, c'était les antivax complotistes contre les gens qui veulent le bien des autres. Avant, c'était les factieux séditieux gilets jaunes contre les démocrates. Il y a toujours un narratif de scission en 2 de la population pour se maintenir. Donc ça, c'est son premier intérêt. Son deuxième intérêt, c'est que ça lui donne une petite aura de chef de guerre charismatique, parce qu'il y a visiblement encore des gens qui croient que bombarder Poutine, c'est plus simple que pas de se prendre une giflette par sa femme. Et le troisième avantage aussi, c'est que ça lui permet de trouver un narratif de justification à l'avancement de son projet européen. Mais qui est un prétexte. Il faut bien comprendre que des déclarations de la Macronie sur la nécessité d'un partage de la bombe ou d'une armée européenne, on en retrouve en 2017. Que vous ayez eu la guerre en Ukraine ou pas, vous l'auriez eu. On parlait tout à l'heure du PSG, il y a des déclarations, la reconnaissance faciale, vous l'auriez eu, même s'il n'y a pas eu le PSG. De la même manière que là, Retailleau nous dit les narcotrafics vont faire que dans Darmanin, on est obligé de supprimer l'argent liquide ou d'y penser. Il y a des déclarations en 2019 de Darmanin qui, pour un total autre prétexte, qui était la lutte contre le blanchiment d'argent et les dérives de la finance, disait il faut interdire l'argent liquide. Donc que ce soit l'argent liquide, et comme on parlait tout à l'heure sur le porno, moi je pense, petite prévision, allez, que l'interdiction du porno sert à justifier dans 2 mois l'interdiction des VPN en France. Ils vont dire, regardez, les jeunes utilisent des VPN pour contourner notre truc, Saint-Pierre-l'Hypopète, on l'avait pas vu venir, faut interdire les VPN. Donc, la Macronie, ce n'est que ça. C'est appliquer un agenda supranational européen ou otanesque, et de trouver dans les faits divers ou dans les faits de société... Ou de les susciter. Voilà. Ou de les laisser faire, de les susciter, de les aggraver, de trouver des prétextes pour appliquer un agenda qui est défini avant. Tu arrives avec un agenda... C'est pas hyper compliqué à comprendre, mais manifestement à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils ont du mal à le comprendre. Et tu as 7 ans pour trouver le narratif qui va permettre de justifier chaque point du programme. Mais ces gens l'avaient déjà prévu avant. Est-ce que c'est, comme d'ailleurs par rapport à Israël, avec ce conflit entre Gaza et la Palestine, est-ce qu'on peut encore critiquer ce conflit en Ukraine, vouloir la paix sans être immédiatement accusé de faire le jeu du Kremlin, Régis Le Sommier? Moi, je pense qu'on a évolué grâce à un travail de médias dits alternatifs. Je ne vais pas me dire le mien, mais on est d'autres. Hein, on n'est pas. Et puis il y a eu des personnalités aussi, des gens. Je pense à Pierre Lelouch, par exemple. Je pense à Henri Guénaud, des gens qui sont montés au créneau, qui ont été accusés d'être pro-russes, qui sont tout à fait respectables à la base, et puis qui ont une petite expérience de la diplomatie, une petite expérience à l'international, et qui ont dit attendez, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Quelqu'un comme Arnaud Klarsfeld aussi, qui est sorti du bois tout à coup au milieu de cette guerre pour expliquer que les Ukrainiens avaient fait quand même des choses pas très très claires pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, on l'avait complètement oublié. Et regardez après les trésors d'imagination qu'on fait le camp du bien, je veux dire, pour masquer les patchs d'Azov, toute référence à la Seconde Guerre mondiale, alors que tout était là. Bon, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il y a quand même en décalé des choses aujourd'hui qu'on peut dire sans, je dirais, voilà, des choses qui se rapprochent de la réalité. Il y a une lecture du conflit aujourd'hui qu'on peut avoir qui ne condamne pas l'Ukraine. C'est pas ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu sorti, me semble-t-il, de la rhétorique. Attention, on émet quelque chose de critique sur le conflit et sur la façon dont l'OTAN et la France y mènent la guerre, par exemple.
immédiatement, on fait le jeu de Poutine, etc. Je pense que c'est un peu en train de disparaître. L'élection de Trump a un petit peu... Oui, également. Et la perspective, notamment donnée par des personnes comme J.D. Vance, est très intéressante. En fait, je suis moins sûr de ça, mais en fait, je m'en fiche. C'est-à-dire que je dis je suis moins sûr parce que nous, nos toutes dernières manifs pour la paix, il y avait beaucoup de monde. Ce printemps, on a été au contraire, les médias mainstream sont un peu revenus. Ils n'étaient pas là depuis longtemps, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus. On a eu France 2, on a eu TMC la dernière fois, et ils nous ont fait des trucs derrière, hyper caricaturaux, les pro-Poutine défilent. TMC, ça c'est curieux. Yann Barthès. Très étonnant. Ça c'est vraiment... Oui, très étonnant. Et puis France 2, c'était complètement d'enquête. Hein, et puis même Le Parisien a fait un papier très dégoûtant, etc., mais sans surprise. Donc, qu'on ait pu, qu'il y ait un changement des grands médias, anciens grands médias, des médias traditionnels, un changement de regard, j'y crois pas. En revanche, mais j'ajoute, je m'en fiche, parce qu'en fait, qu'on nous dise, moi j'ai vécu le combat Covid pendant des années, on m'a traité de complotiste de tous les mots. J'en ai rien eu à faire, en fait. Ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Là, qu'on me dise poutinien, agent russe ou je sais pas quoi, je m'en fiche complètement, en fait. Donc, il faut juste faire ce qu'on croit être juste. Il faut le faire. Ils drifteront. Donc, moi, je suis pas du tout... Je suis complètement imperméable à tout ça. J'ai même envie de dire, s'ils reviennent pour nous diaboliser, ça prouve que ça dérange. Et qu'on a atteint une masse critique de manifestants et de protestations qui commence à inquiéter un peu le pouvoir, qui est obligé d'envoyer ses chiens de garde. Le lendemain de l'armistice, les médias diront le discours inverse. Ils vont drifter en 24 heures, tout le monde le sait. Et souvenez-vous avec l'Irak. Oui, exactement. Et d'ailleurs, quand il y avait eu un peu cette période où on pensait que Macron était en train de dire bon, ça y est, maintenant il faut trouver la paix, tous les médias disaient ah bah voilà, enfin une position raisonnable, il faut que l'Ukraine arrête, ça a duré une semaine, et puis ensuite ils sont revenus sur le truc. Ils drifteront en 24 heures, ils font ça à chaque fois. Et ils diront que les damnés d'hier, finalement, bon, bah, on va pas dire qu'ils ont raison, mais ah bah oui, mais à l'époque vous ne pouviez pas savoir. Ça va être toujours le grand argument. Les mecs sont capables de tout. D'ailleurs, je vais une petite blagounette, notre ami de Conspiracy Watch, là, dans sa dernière revue de presse, dans son dernier truc de la semaine, il traite Didier Raoult de complotiste parce qu'il dit que le vaccin vient pas d'un labo. Alors que c'est, selon maintenant, le truc accepté par tout le monde. Le mec, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont traité ils s'en foutent. À la seconde où la version officielle changera, où le narratif changera, c'est à vous, ils drifteront. Ils en ont rien à foutre. Et le même éditorialiste qui venait la semaine d'avant vous dire qu'il fallait déglinguer Poutine vous dira que maintenant il faut être raisonnable. Parce que c'est aussi le mec qui a couvert le Covid, le PSG, la rubrique cuisine, la météo. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Si tu sais que tu as raison, tu sais qu'à un moment, ces gens sont des lâches. Donc ils drifteront. Ils feront le changement. Le lendemain de l'armistice, on a un c'est à vous, enfin la paix. J'en suis sûr. J'en suis sûr. C'est marrant, amusant parce que je recevais récemment dans une autre émission Georges Simeone qui était candidat à l'élection roumaine, à la présidentielle. Et il plaide pour la paix et la France, elle plaide évidemment en faveur de l'Ukraine avec un discours va-t-en-guerre. Qui défend vraiment l'intérêt des peuples européens dans ce cas-là? Moi, sur l'histoire de Simeone, que j'ai suivi aussi, qu'on a tous suivi en fait, cette ascension incroyable. D'abord, ce candidat Georgescu, cette interruption, enfin le truc incroyable entre le premier tour et le deuxième tour, une élection. Il accuse nommément Emmanuel Macron d'avoir saboté quand même. Voilà, mais là c'est la Cour constitutionnelle roumaine, alors peut-être elle était encouragée, mais qui interrompt une élection entre le premier et le deuxième tour, c'était dingue. Bref, Simeone a remplacé Georgescu, il a fait 41%, puis finalement il a été battu. Mais ce qui était très intéressant, moi j'ai trouvé avec Simeone, c'est la perception. Je regardais les communiqués, je regarde toujours les communiqués du Quai d'Orsay, comment ils sont faits, parce que comme on n'a pas de puissance, on n'a plus que les mots aujourd'hui. Donc on fait des déclarations. Alors d'ailleurs, souvent à géométrie variable, hein, on a parlé de Boualem Sansal tout à l'heure, par rapport à Rima Hassan, enfin bref, le discours n'est pas le même, alors que les situations sont comparables, mais donc on sent bien que Jean-Noël Barrot peaufine ces choses, et il y a eu, au milieu de ces déclarations, il y avait, c'était également... colporté par Nathalie Loiseau, Valérie Hayé, enfin bref, les meilleurs. Voilà, on va dire les Amazones de la Macronie. Mais Jean-Noël Barrot, c'est pas un élu, c'est le ministre des Affaires étrangères de la France. Et dans plusieurs communiqués, le Georges Simeone en question est désigné comme candidat pro-russe par notre ministre. Quand on regarde le pédigré de Georges Simeone, il était élu à l'Assemblée, à l'Europe, il est député européen, il a voté systématiquement
tous les paquets de sanctions contre la Russie. Il traite Poutine de criminel. Il nous l'a encore l'autre jour fait une conférence de presse en expliquant que la Russie était un danger. Devant Darius Rojban, aussi un autre traité de pro-russe, Viktor Orban a expliqué que la Russie ne connaissait que la force et que le problème, c'est que l'Europe était trop faible, donc elle ne pouvait pas. Bref, ces gens-là ont un passé avec la Russie qu'on oublie complètement. Et aujourd'hui, en fait, il y a une recomposition du paysage européen. C'est-à-dire, vous avez, comme ça, on vous dit, le candidat pro-russe et puis le candidat pro-Europe. Avant, vous aviez le candidat de droite, le candidat de gauche. Non, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais pour Simeone, c'est d'une fausseté. Je veux dire, c'est un non-sens de dire que ce personnage est pro-russe. C'est n'importe quoi. Or, c'est dans le communiqué officiel de notre ministre des Affaires étrangères. François Bousquet, parce que finalement, on ne vous a pas fait intervenir non plus à Radwan. Si, un mot, enfin, difficile de renchérir à Régis, la maîtrise du sujet. Ah, c'est vrai que sur ce sujet, Alors donc, petitement, ce qui est fascinant, enfin, quand même, c'est cet entêtement suicidaire de forcené qui s'est emparé de l'esprit de l'Union européenne, de notre président. Moi, il me fait presque regretter Boris Johnson. Donc, c'est vous dire quelle est l'emprise, mais c'est à Régis que je pose la question, l'emprise de cette structure mentale des néoconservateurs qui semblent avoir traversé l'Atlantique pour fixer son épicentre à Bruxelles, quoi, en Europe, avec toute la folie qui va avec. Oui, alors... Une surenchère guerrière permanente. C'est peut-être parce que les autres ne sont plus néoconservateurs que... Alors, c'est très compliqué. En effet, moi, je m'arrache les cheveux aussi parfois pour essayer de déchiffrer quelle va être la politique de Trump. Mais je pense que Trump est quand même très solide sur ses bases. Mais néanmoins, vous avez les chiens de garde du néoconservatisme qui ne sont jamais loin. Quand vous avez eu cette fameuse opération toile d'araignée, vous aviez Lindsey Graham qui traînait dans le coin, quelques personnages comme ça qu'on retrouve, Mike Pompeo, ancien patron de la CIA, qui comme par hasard se trouve à Kiev, fait une visite à Kiev comme ça. Coucou, il est venu. Donc en fait, le deep state, enfin l'État profond, est encore extrêmement présent. Trump sait qu'il ne peut pas l'abattre directement. Il va quand même porter des sacrés coups, mais il est déterminé à l'abattre parce que son premier mandat. Il a été complètement acculé par le même État profond, par toute la presse, dès le jour 1 de son élection en novembre 2016, il a été la cible de cet État profond. Et là, il a compris qu'il fallait qu'il soit préparé, il est mieux armé, il a un plan, il fait peur maintenant, même s'il est un peu brouillon, même s'il n'a pas des résultats partout, mais il reste encore considéré. Mais l'État profond est quand même là, essayant de profiter également des humeurs de Trump. Vous savez, Trump est un impatient. C'est la grande différence qu'il a avec Poutine dans les négociations, c'est qu'il veut tout de suite. Poutine est un homme du temps long. Poutine est un homme qui, en plus, a intérêt à faire traîner la guerre parce qu'actuellement, c'est à son avantage sur le terrain. Bon, Zelensky a aussi intérêt à faire traîner la guerre parce que c'est sa survie politique qui se joue. Donc les deux n'ont pas envie tellement d'arrêter cette guerre. Or, Trump, il voudrait, mais il n'y arrive pas. Bon, il reste comme ça et tout le monde est en train de guetter. Ça, vous verrez, au niveau européen, c'est assez flagrant. Un possible retour de Trump au bercail, c'est-à-dire dans le camp du bien, dans le retour. Moi, j'ai fait un édito l'autre jour, j'ai dit retour à la case Biden, en fait. Avec un point d'interrogation. En réalité, ça s'est pas produit puisque je pense que Trump a tissé des liens avec Poutine qui montrent que la géopolitique a changé, la tectonique des plaques a marché. Il y a eu d'abord la guerre en Ukraine qui a changé beaucoup de choses, et ensuite l'élection de Donald Trump qui est venue complètement redéfinir le rôle de l'Amérique dans le monde. Mais l'Amérique a encore des billes. Et l'Amérique, je vais vous dire, si Trump décide demain il peut très bien donner la victoire à Poutine en se retirant complètement. Aujourd'hui, l'Ukraine et l'Amérique pilotent encore la guerre. Un article incroyable du New York Times auquel je vous encourage à lire, s'expliquait, qui traitait justement de cette guerre secrète, a montré que depuis avril 2022, donc 2 mois après le début de la guerre, le centre de pilotage de toutes les opérations sur le front ukrainien se trouve à Wiesbaden, en Allemagne, où les Américains, des généraux américains, avec les généraux ukrainiens, pilotent ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire que tout est décidé de façon conjointe. Les Américains, en termes d'investissement militaire en Ukraine, ont fourni 70 milliards de dollars d'équipements militaires.
c'est plus que tout ce que l'Europe pourra jamais fournir. On n'arrivera jamais autant. Le renseignement américain, on ne remplacera jamais les satellites de surveillance qui cartographient à la seconde les changements sur le front côté russe. Les Américains connaissent intimement les Russes et donnent le renseignement aux Ukrainiens en permanence. Pendant 4 jours, au début des négociations, pour forcer la main à Zelensky, vous savez, juste après son humiliation à la Maison-Blanche, les Américains ont coupé ce renseignement. Ça a quand même pas mal désorganisé des choses, notamment pendant l'offensive de Koursk, où les Ukrainiens reculaient. Ils n'ont plus eu le renseignement américain. Les Français et les Anglais ont tenté de prendre la place, mais ils ne peuvent pas prendre la place. L'Europe ne peut pas prendre la place de l'Amérique. Donc si l'Amérique décide vraiment de se désintéresser du conflit ukrainien, et il y a des chances que ce soit possible. Je pense que ça sera l'étape suivante, ce sera son départ de l'OTAN, ce qui est aussi une possibilité. Donc on n'est pas à l'abri aussi d'un changement radical. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que l'illusion qu'entretiennent certains journalistes, je le vois sur des plateaux, que l'Europe pourrait se substituer et continuer cette guerre, et peut-être la gagner. J'ai même vu un article de Foreign Policy hier, où comment l'Ukraine et l'Europe seules peuvent encore gagner la guerre. Je crois qu'on en est très loin, et je crois que tout ça, c'est des illusions. Mais en tout cas, ça montre bien que Trump n'est pas complètement déchiffrable, qu'il peut y avoir des surprises, mais qu'on est quand même parti sur une recomposition où l'Amérique et l'Europe sont deux entités. D'ailleurs, c'est la couverture de votre Omerta. Voilà. C'est pour ça que Trump-Poutine, voilà, à l'assaut de l'Europe. À l'assaut de l'Europe. Juste un mot pour finir, Florent Philippot. Voilà. Trump, finalement, c'est l'ennemi de l'Europe. Il devrait, du coup, avoir vos faveurs. Si c'est l'ennemi de l'Union européenne, tant mieux. Tout ce qui peut nous aider à abattre l'Union européenne est le bienvenu. Mais Trump, je pense effectivement qu'il ne variera pas. Il ne faut pas oublier le 13 juillet 2024 où, juste en bougeant un tout petit peu la tête, il n'est pas mort. Il ne s'est pas pris la balle qui lui était promise. Et il y a vu, surtout dans la société américaine qui donne une place beaucoup plus importante que la nôtre à Dieu, il y a vu, je pense, vraiment un signe. Et donc, vous imaginez pas que dans ce contexte, où il est quand même vieillissant, investi d'une mission, où il fait son dernier mandat, où il est en plus maintenant convaincu qu'il est investi d'une mission divine, vous l'imaginez pas commencer à rétropédaler, à faire des choses qui seraient des petites choses, pas au niveau, quoi, à manigancer. Je pense qu'il ira jusqu'au bout. Alors il le fera peut-être avec des détours, peut-être pas d'un bloc et très clairement, mais je remarque que jusqu'ici, à chaque fois les médias, parce qu'à chaque fois qu'ils critiquent Poutine, les médias sont persuadés que ça y est, il a fait sa bascule, il va devenir comme Biden, ça va être formidable, etc. Et en fait, à chaque fois, il redit l'inverse juste après. Et je pense qu'il avance en fait progressivement et qu'il finira effectivement par donner le point à la Russie et qu'il finira par peut-être même quitter l'OTAN et faire ce qu'il doit faire pour que cette affaire ne dégénère pas en troisième guerre mondiale. Heureusement qu'il est là. Je pense que depuis qu'il est là, il a quand même ralenti les choses. Mais l'Union européenne est tellement dingue, se sent tellement investie d'une mission d'être un État, un pays elle-même, avec son armée, sa dissuasion nucléaire. Il y a tellement des dingues à Bruxelles. Il faut savoir qu'il y a des dingos à Bruxelles qui sont vraiment persuadés, qui sont du camp du bien, qui sont d'une forteresse idéologique et que eux sont très dangereux. Eux sont terriblement dangereux, parce que même si tout est foutu, effectivement, s'il n'y a plus de puissance américaine, c'est foutu pour l'Ukraine, ils iront quand même peut-être jusqu'au bout, jusqu'au dernier Ukrainien, comme aurait dit Lindsey Graham, pour accomplir leur œuvre apocalyptique. Donc je me méfie énormément de cette structure, donc je veux la disparition. Moi, je veux qu'on quitte l'Union européenne pour que cette structure disparaisse de la surface de la Terre, parce que je pense que c'est aujourd'hui la structure la plus corrompue, la plus dangereuse du monde. Bon, et ben ça c'est dit. Allez, un petit point par les dessins d'Ignace, les derniers, je pense. Si tu veux la guerre, prépare la paix. Voilà Macron. Macron et Zelensky sont très proches. Moi, je suis un clown du showbiz et toi, un clown de l'Union européenne. Enfin, mieux vaut être en campagne contre Poutine que pour sauver nos agriculteurs. On peut l'applaudir bien fort. Alors d'ailleurs, au passage, je souligne que si vous voulez, comme nos amis autour de cette table, un dessin d'Ignace, rien de plus simple, vous allez sur le site qui va s'afficher en bas de votre écran, designace.com, et Ignace se fera un plaisir de vous répondre. Juste avant de terminer, donc, je rappelle donc à tout le monde l'actualité que vous aviez. Donc Régis, c'est donc la une du Omerta du dernier, donc un dossier spécial sur Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe. Radouane, que je t'ai trouvé bien silencieux d'ailleurs dans cette deuxième partie d'émission. Non, mais parce que t'avais rien à dire. à ma gauche, il y avait Régis Le Sommier. C'est vrai. C'est pour moi le plus grand expert en France sur ce conflit et sur la question. Donc, on est bien d'accord. Et donc,
c'est pour cette raison qu'il n'est pas invité sur LCI, je suppose. Hein, puisqu'on invite, c'est bien connu que des spécialistes en carton-pâte, voilà, anciens généraux, d'ailleurs tous à la retraite. Parfois, je me dis, pour l'armée, c'est peut-être pas plus mal qu'ils soient en retraite quand même, qu'il y ait quelques généraux en retraite, quoi. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Ceux-là, en tout cas. En tout cas, il y en a certains qui sont grisés parce que ce conflit leur a donné une importance médiatique qu'ils n'avaient pas du tout avant. Et donc, évidemment, ils veulent que ça dure, et donc ils sont prêts à dire à peu près n'importe quoi pour continuer à aller dans le sens du vent, quoi. Bon, en tout cas, on va suivre ça avec attention. François Bousquet, donc c'est un livre véritablement événement qu'on peut trouver d'ailleurs sur la bibliothèque online de TVL, me rappelle-t-on. Donc ça s'appelle donc le racisme Anti-blanc, l'enquête interdite. Qu'est-ce qui vous avait motivé d'ailleurs à écrire ce livre en quelques mots? Tous les jeunes que nous côtoyons par nos métiers de journalistes, d'éditeurs, etc. Des jeunes qui ont été éduqués dans la grande banlieue ou à la jointure de la France périphérique, des tours et des bourgs, hein, comme disent les gauchistes, et qui ont été au cœur de la pétaudière. Voilà, quoi. D'accord, en tout cas, voilà, on va le remettre à l'antenne. Donc le racisme anti-blanc, l'enquête interdite. Et puis alors, je rappelle surtout qu'il y a un point important que traverse TVL, puisque ça vous aura échappé à personne, mais TVL s'est fait fermer ses comptes bancaires il y a quelque temps. Alors on est en train d'essayer de gérer tout ça, mais en tout cas voilà, il faut vraiment donc se mobiliser pour défendre TVL, parce qu'au-delà de TVL, c'est un peu l'avenir de tous les médias alternatifs qu'on représente ici, que ce soit Régis ou modestement aussi moi. Donc vraiment, voilà, il faut, je pense, se mobiliser, parce qu'il y a vraiment un vrai sujet. Ça vous a choqué, vous, pas tant que ça? Oui, j'ai soutenu TVL et qu'il faut soutenir par tous les moyens. Il faut s'abonner, ceux qui peuvent faire des dons. Il n'y a même pas eu de raison. Non, mais il faut soutenir, y compris financièrement. Je le dis parce que ce sont des structures qui font face à des médias d'information surdotés, soit par l'argent public, soit par des milliardaires, et que quand on a la chance d'avoir un média comme TVL, et il y en a quelques autres qui sont attaqués par le système, on le voit avec cette histoire de compte, et qui sont dans le pluralisme et la liberté d'expression, il faut les soutenir par tout moyen. Voilà, et pour ça, il faut aller sur TVL. C'est extrêmement important parce que sinon, on sera dans la pensée unique totale. Eric, ça participe le débunking, parce que c'est une pratique qui est de plus en plus importante, qui prend de l'ampleur. Et c'est assez redoutable d'ailleurs. C'est redoutable, c'est un assèchement financier. Voilà. La carte bancaire ne marche pas, on ne peut plus rien faire, on est prisonnier, piégé, on ne peut rien acheter. D'où l'argent, d'où le fantasme de l'argent liquide. Hein. On sera encore plus contrôlé. Oui. Donc oui, c'est un scandale politique qui recoupe ce que Florian a évoqué, c'est les formes de crédit social. Hein, participeront de ça, c'est-à-dire qu'on aura des points. Et quand nos points seront un petit peu négatifs, on ne pourra pas rentrer dans tel musée, on ne pourra pas se servir de la carte bancaire pour acheter telle ou telle chose. Voilà. Mais nous, ils nous ont coupé les TPE il y a 3 semaines. Là. Notre prestataire nous a laissé tomber, on était avec eux depuis des années, donc pour l'instant, on cherche une solution. Et François, il a trouvé la parade parce que pour se faire éviter, il s'est dit lui-même. Voilà. C'est ça. Mais les gens payent en carte bancaire. Que TVL, là, avec les comptes, nous avec les TPE, etc., il y a une radicalisation. Omerta, il n'y a pas longtemps, Omerta s'est fait fermer. C'est la 7e fois qu'on nous ferme une banque. Si vous permettez, il y a une radicalisation du système. La société, pas la société éditrice d'éléments, mais des sociétés fêtières au-dessus ont été également débanquées. Et c'est légal comme pratique? Sans aucune raison. Malheureusement, les conditions générales d'un coup. Malheureusement, c'est légal. Ça n'est même pas arbitraire parce que c'est légal, mais c'est politique. Il n'y a aucune explication. On ne peut pas changer les conditions générales à posteriori. L'explication, c'est que les structures extrêmes gauche. La banque ne donne aucune explication. Elle n'a pas à en fournir. Elle n'a pas à en fournir. Les coups de porter plainte, parce qu'au bout d'un moment. Ça sert à rien. Non, mais tu sais, le problème de porter plainte, nous, on le dit pour tout. Moi, parfois, j'ai porté plainte sur des sujets. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et généralement, à la fin, ça ne marche pas. Donc, si tu veux, ils savent tout ça. Ils savent aussi qu'on est un peu désemparés, impuissants face à ça, mais qu'heureusement, il y a un écosystème de millions et de millions de Français résistants qui peuvent aider les mouvements politiques ou les médias alternatifs, indépendants, quand ils sont attaqués par un système. Mais j'y vois, moi, un signe intéressant, c'est que ce système, il est complètement en panique. Voilà, il nous craint. Et c'est évident. S'il est en train de paniquer comme ça, c'est qu'il sent bien qu'il y a quelque chose qui monte. Voilà. On n'attaque pas ce qui est insignifiant. On attaque ce qui commence vraiment à peser, à atteindre une masse critique. C'est le syndrome de l'animal blessé. Donc on l'a blessé, évidemment, il réplique, mais on est suffisamment. Mais de toute façon, on n'est pas au bout de nos surprises. Ils iront très loin. Moi, je me dis, oh là là, mais je sais très bien qu'on va être attaqué de plus en plus. Et TVL encore plus, je crois aussi. On sera tous attaqués. Mais c'est pas grave. Derrière nous, on a ici des gens et on a partout des gens. On les applaudir d'ailleurs bien fort. Mobilisés. Grâce à eux. Mais oui, nous, on a le cœur et les convictions. En face, ils ont juste le
compte en banque, c'est tout. Ils n'ont rien d'autre. Ils sont asséchés. Ils n'ont plus rien. Enfin, ils ont T18 quand même. Là, il faut reconnaître. Voilà. Ouais, là c'est une réussite. Vous avez vu ce lancement? C'était quand même une belle réussite. Documentaire qui date de 90. Ouais. Loulou Lafalaise vient de décéder. J'ai appris ça aussi. Enfin, c'est absolument incroyable. Il faut fermer l'Arcom d'urgence. Et ben, ce sera le mot de la fin. Allez, on termine avec les. Alors là, c'est plus les dessins, c'est les cadeaux. Mais les cadeaux, là, c'est les portraits. Allez, on commence par vous, Florian Philippot. Enfin, C'est toujours formidable. Radicalement Frexit et Manuxide. Voilà. Avec Florian à côté de vous. Voilà pour vous, Florian. Voilà pour Régis Le Sommier, le reporter qui a fait les deux fronts. Et avec Omerta, je vous raconte tout. Voilà, avec les drapeaux. Le petit troisième, je suppose que ça doit... Ah bah, le petit nouveau, voilà. Enfin, François Bousquet, voilà, qui a le droit à son portrait. On peut le mettre à côté de vous pour bien voir, voilà... Radouane Kourac, qu'on n'avait pas eu depuis un certain temps, pour une intégration jambon beurre, voilà, avec Radouane qu'on va à côté, voilà. Voilà pour toi, mon cher Radouane. Et le retardataire, c'était Greg Tabibian, finalement, qui est arrivé assez vite. Le Schtroumpf grognon de Bistro Liberté, je suis pas content, voilà. Oh, il est beau celui-là. Voilà. Il est beau celui-là. Il est beau. Allez, on vous remercie tous d'avoir été patients pour avoir terminé tard cette soirée. On se retrouve très vite. En tout cas, merci à vous tous. Rappel donc encore une fois, vous allez sur tvl.fr pour nous soutenir. On remercie toute l'équipe de Bistro Liberté. Ce soir, il y avait évidemment Raphaël à la réalisation. On applaudit bien fort. Au son, il y avait Pierre également, indispensable. Au cadre, c'est derrière les caméras, il y avait Charles, Maxime, ainsi que Constance, voilà, dans le noir, mais je vous devine. Et puis à la production, bien sûr, il y avait Arnaud, Marine, qu'on remercie bien sûr, sans oublier Martial Bulle, le créateur de cette émission. À très vite, très bonne soirée à tous. Bye bye.